On a tous cette petite flamme. Oui, j'ai cru longtemps que j'étais nulle, mais le soir, quand j'allais dans mon lit, je me disais, meuf, t'es née pour briller en fait. T'es née pour faire des grandes choses et j'y croyais profondément. Le TDAH, il doit comprendre qu'il doit arrêter de combattre et de plutôt travailler avec notre force qui est l'attraction. C'est pas tant des stratégies qu'ils recherchent, c'est juste être épanoui et en accord avec eux et leur fonctionnement. On est des êtres qui sont hyper attirants. Toi et moi, là maintenant, on voulait faire ce podcast parce qu'il y avait un côté aimanté. Et donc il faut qu'on y aille. Just go with the flow. Il faut surfer sur les momentum. Comprendre qu'on n'a pas constamment à se plier aux règles qui sont pas faites pour nous et qu'il y a des possibilités de s'épanouir en s'adaptant à notre propre fonctionnement et pas le contraire. On doit désapprendre des applications installées profondément, de résister justement à ses propres fonctionnements, résister à ses propres comportements. On a des schémas qui se sont installés dont on n'est même pas conscient parce que c'est, comme tu as dit, c'est des logiciels très profondément installés qui se mettent à jour en plus. J'ai eu la chance d'échanger avec Seina, qui est coach spécialisé en TDAH. On entend souvent deux narratives qui s'affrontent sur le TDAH. D'un côté, on a le don, le super pouvoir, et de l'autre, la malédiction, le handicap invisible. Et bien ensemble, on a déconstruit ces différents narratifs. Pour Seina, dire que le TDAH est un super pouvoir, eh bien c'est avant tout quelque chose d'assez malhonnête. Car en fait, ça ne décrit pas la réalité clinique, et c'est même socialement violent. Ça culpabilise ceux qui galèrent. Alors, entre le déni et le fatalisme, la réalité elle est bien plus complexe que ça. Le TDAH, c'est un trouble dont l'impact dépend surtout du contexte, des privilèges et du travail qu'on fait sur soi. Non, le TDAH n'est ni à glorifier ni à diaboliser, c'est une réalité neurologique avec laquelle on peut apprendre à danser. Mais cette danse, elle demande du travail, du soutien et souvent aussi des conditions favorables que tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Inclassable, où on explore ensemble une question sans réelle réponse binaire. Bonne écoute. Enchanté, Ouais, c'est la première fois qu'on se parle, c'est trop bien. c'est la première fois qu'on s'est en live. Moi je te suis, on se suit tous les deux, enfin moi je te suis depuis un certain temps, donc je vois ce que tu fais et tout, mais c'est gai de t'avoir en vrai là maintenant et d'avoir un instant présent, c'est trop cool. Ouais, j'aime trop ce que tu fais. J'ai vu ta vidéo d'hier qui me parlait trop, tu sais, sur le fait que ça faisait je sais pas combien de temps que tu sais, t'arrivais pas à créer du contenu, à parler ou à recommencer plusieurs fois, et que d'un coup, là, tu sors et puis t'arrives à enregistrer plein de vidéos et tout, et ça me parle trop en fait, parce que je suis Ouais, le dans syndrome cette, du tout ou rien. ouais, et en plus je suis dans cette période un peu compliquée là en ce moment, dans la création de contenu, dans tu sais, des petites remises en question, tu vois ce que je veux dire, donc. Ouais, très bien. Moi, ça m'arrive toutes les. Je remets tout en question, je crois, toutes les semaines ou tous les mois. C'est Est-ce fou. que je suis légitime? Est-ce que. Tu sais, j'ai une approche en plus un peu particulière parce que je viens injecter de l'humour à fond dedans. Donc ça crée des amalgames. Mais pour moi, l'humour est un vrai levier d'apprentissage parce que j'ai appris comme ça et je m'en suis sorti comme ça à travers ma vie. L'humour a été vraiment une de mes stratégies de survie avec mon TDAH et ma neuroatypie. Et tu sais, parfois, j'en prends plein la tronche dans certains posts où tu te fais allumer, tu reçois de la haine et tu te dis, putain, est-ce que c'est vrai que j'abuse pas? Mais en même temps, quand tu vois les retours, enfin, c'est complexe. Et nous qui réfléchissons beaucoup, qui se posons beaucoup de questions sur nos actions, on a tellement été brimés dans le passé à dire, t'es pas à ta place, t'es pas juste que je pense que c'est normal qu'on se remette à fond en question comme ça. On est un peu Mm. avant-gardiste C'est dans ça. Moi, le. j'ai commencé avec l'humour. Bizarrement, les gens, ils t'attaquent, mais c'est toujours les vidéos qui sont drôles qui marchent le mieux. C'est un paradoxe. Et alors, le côté légitimité, je suis très contente qu'il ait disparu. Moi, c'est plus par rapport, en fait, j'ai appris énormément avec ma communauté par rapport au TDAH. Et en fait, c'est dans ma vision et dans la prise en charge du TDAH que là, je commence à me poser des questions qui sont un peu plus profondes et plus philosophiques, j'ai envie de dire. Et donc, c'est tu vois, un tournant qui peut, quand tu es vraiment spécialisé dans la psychoéducation et que tu es toujours là à apporter des informations assez claires, enfin, tu vois, genre logiques, mais que tu sens que toi, tu as besoin de prendre ce tournant pour expliquer en fait que il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent à part comprendre qu'on a un déficit des fonctions exécutives qu'en fait les stratégies c'est juste une infime partie du TDAH. Enfin, c'est ce que je ressens en Ouais. fait maintenant. Moi, je Et te sens ça, effectivement comme si tu avais
déjà passé certains niveaux, je te sens niveau 2, niveau 3, si je dois faire une métaphore un peu comme ça. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu amènes aujourd'hui, c'est vraiment cet aspect un peu plus clivant, où je trouve que voilà, on doit simplifier de base pour effectivement permettre à la personne de comprendre un peu mieux certains mécanismes. Mais quand tu évolues et que tu prends un certain niveau, ben en fait, tu te rends compte que c'est jamais noir ou blanc, que c'est toujours des nuances de gris. Et c'est là où le débat, je trouve, d'aujourd'hui va être intéressant avec ce côté axe de discussion super pouvoir ou malédiction. Parce qu'en Mhm. fait, ça clive tout le temps. Ah, t'en as plein qui disent ouais, moi c'est mon super pouvoir, etc. Et d'autres qui parlent justement, bah, c'est horrible, une malédiction, c'est vraiment une malédiction, tu vis avec tous les jours. Et en fait, moi je me rends compte au fur et à mesure qu'on avance dans ce domaine-là, bah, c'est que c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours une partie de nuance. Et que c'est intéressant la manière dont sur ton Substack, à quel point tu vas en profondeur. Je souhaite vraiment que les gens prennent le temps de lire tout ça. Comme tu dis, en fait, le mot que tu as placé, il est juste. Il y a un aspect maintenant philosophique dans ce que tu fais que je trouve vraiment puissant. Je pense qu'il doit y avoir des barrières à l'entrée en termes attentionnels pour les profils neurotypiques et TDAH qui doivent peut-être avoir du mal à aller en profondeur et d'avoir la patience attentionnelle parce que bah, voilà, notre audience, elle est sur Insta. Donc, c'est des gens Ouais, qui veulent du contenu rapide. C'est pas la même vitesse. Tu sais, Instagram, c'est du 120 km/h. ouais. YouTube, c'est du 60. Substack ou emailing, on est sur du 30 km/h. Et donc, tu parles pas de la même manière à des gens qui roulent à 30 qu'à des gens qui roulent à 60 ou des gens qui roulent à 120. Et donc, Mais c'est quand tout tu le roules à travail 30, d'essayer de... ouais, mais quand tu roules à 30, tu peux prendre le temps de voir des choses que tu vois pas quand tu roules à 120 km/h. Et des fois, c'est quand on ralentit et que on se pose, qu'on arrive à voir des choses qu'on voyait pas avant. Et ça a été moi, un game changer dans ma vision du TDAH, de ce trouble, tu vois, que j'ai, avec lequel je vis, et qui m'a permis de rentrer justement dans cet aspect philosophique, c'est-à-dire que il en faut pour tout le monde, mais avant tout pour créer du bon contenu et pour être toujours motivé à faire ça, il faut que toi, tu te sentes bien dans Ça ce te que tu drive fais, tu à vois. fond. Et quand tu te sens bien et que tu es à l'aise, eh ben, tu sais qu'il y a des gens qui ne vont plus l'être avec toi. Mais ça, c'est des choses à accepter. Des gens qui partent. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ces statistiques, ces petites notifications qui te disent que ça fait longtemps que t'as pas créé du contenu, que tes stats, elles sont en baisse ou quoi. Moi, j'ai eu un moment beaucoup de pression par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est plus ça qui me drive. C'est vraiment le contenu et le message que je veux faire passer qui m'importe. Parce qu'on se rend compte que le nombre de followers, c'est pas le plus important. C'est vraiment l'impact que tu as sur les gens. Et hier, tu vois, par exemple, hier, j'ai posé une question pour mon chat qui me casse la tête. Et en fait, c'est fou parce que j'ai reçu énormément de messages et de gens qui m'avaient jamais écrit pour me donner des conseils. Et en fait, à la fin, ils me disent, au fait, je te l'ai jamais dit, mais t'as changé ma vie. Grâce à toi, je me suis fait J'ai diagnostiquer. des frissons. Ouais, tu m'aides dans mon quotidien. Et les gens le disent pas, tu vois, tous les jours. Donc toi, tu sais pas, tu vois. Et quand tu lis ça, tu dis, ok, je suis sur la bonne voie et je continue, tu vois. Ouais, ouais, Il faut ouais. juste être à C'est hyper l'aise. Et puis, je intéressant. pense qu'il y a une histoire de maturité aussi qui se fait. Moi, ça fait longtemps que je suis avec ma communauté et eux, ils m'ont fait grandir et peut-être que je leur dis pas assez, mais en fait, ce revirement aussi de compréhension du TDAH et de comment le mieux le gérer, il est venu quand j'ai compris les vraies problématiques. Ça veut dire que moi, en réalité, les gens, ils cherchent pas trop des stratégies. C'est pas ça, parce qu'ils ont essayé. On a tous essayé dans notre coin. Parce que prendre un agenda, mettre des post-it, tu vois, s'organiser, tout le monde l'a fait. Mais ils viennent me voir parce que ça n'a pas marché. Et en fait, c'est pas tant des stratégies qu'ils recherchent, c'est juste être épanoui et en accord avec eux et leur fonctionnement. Donc c'est là où Aligné. la partie plus connaissance de soi, de voir la vie d'un autre angle de vue, de s'accepter, de comprendre qu'on n'a pas constamment tu vois, à se plier aux règles qui sont pas faites pour nous et qu'il y a des possibilités de s'épanouir en s'adaptant à notre propre fonctionnement et pas le contraire. Et ben c'est là où moi j'ai envie de me diriger maintenant. Non. Et je me pose une question, c'est est-ce que tu penses que tu aurais compris ça
à ton éveil du TDAH? Parce que comme je te disais au début, j'ai la sensation que aujourd'hui, le message, il va toucher des initiés qui ont déjà fait ce processus d'éveil et arrivent à une forme de plafond de verre. Et ça, je te disais au début que tu parles pour moi à des niveaux 2 ou des niveaux 3. Parce que moi, ma vie, c'est un jeu vidéo. Enfin, je la considère, ma vie est un jeu réel, en fait. Et ça, c'est un truc qui m'aide beaucoup. C'est la gamification. C'est me voir ma vie comme des challenges, comme des quêtes principales, des quêtes secondaires. Moi, je suis dans un MMORPG réel, quoi. World of Warcraft dans mon monde. C'est comme ça que je vis ma vie. Et j'ai la sensation que, ben en fait, tu deviens une mage niveau 5, tu vois, et que t'as vraiment skillsé le game, que t'as compris énormément de choses, que la communauté, t'es rentré en connexion avec elle et t'as été un bon miroir, et elle a été un bon miroir pour toi aussi, et qu'aujourd'hui, tu t'adresses vraiment à des personnes qui, comme tu dis, arrivent à un plafond de verre, ont essayé des choses, comprennent leurs mécanismes, et là, maintenant, tu mets de la nuance, tu rentres dans cette nuance de gris dont je parlais tout à l'heure, de ni blanc ni noir, ni super pouvoir, ni malédiction, mais ça peut dépendre d'énormément de paramètres environnementaux. Et moi, c'est là aujourd'hui où je te rejoins très fort aussi, c'est que c'est un environnement adaptatif qui, pour moi, permet une régulation du TDAH. C'est comment tu rentres en relation avec ta réalité, comment cette réalité rentre en relation avec toi, qu'est-ce qu'il y a comme aménagement, comme stratégie d'adaptation, parce qu'en fait, c'est ça, c'est aujourd'hui, voilà, je stresse avant mon podcast avec toi. Ok, je sais ce que j'ai à faire, j'ai pris ma flûte amérindienne, je suis parti en forêt, j'ai été jouer un petit peu, ça va travailler ma J'adore, je te jure, respiration. j'adore. Tu Non mais vois, tu vois, j'adore ça moi. Et parce qu'en fait, je suis passée par la phase où ce genre de truc, ça me parlait pas. Tu vois, genre, il fallait que je fonctionne. J'ai mis l'épanouissement de côté. J'étais dans la résistance de combattre mon fonctionnement. Et ça m'a mené échec sur échec avec des ressentiments, de la culpabilité, mais beaucoup d'aussi de c'est à cause de toi, c'est à cause de ça. Et ouais, j'étais ouais, dans un combat au quotidien qui t'épuise. Et en fait, moi je dis toujours, tu sais, tu vas tomber bas. Et comme on est des êtres humains, qu'on a cette envie de vivre, en fait, on a cet instinct de survie, on peut pas se laisser couler. À un moment, tu es obligé de penser au-delà de ce qu'on t'apprend dans les livres sur, bah oui, je sais que mes fonctions exécutives, elles sont éclatées, je sais que j'ai des problèmes d'organisation, mais en fait, le problème, il est plus profond, il est dans la manière où je me suis construite, dans la manière où je pense que la vie, elle doit être menée, tu vois, parce que toute ta vie, on t'explique que non, c'est pas comme ça. Tu sais, quand tu te fais chier dans ton boulot et qu'en fait, tu penses juste que t'es paresseuse et que t'as aucune motivation et qu'en plus, quand t'essayes d'en parler, on te dit, bah, c'est le boulot, enfin, tout le monde travaille, on est obligé de travailler et tout. Certes, mais en fait, j'avais pas envie de me résigner à une vie où ben, je dois bosser parce que je dois payer des factures. Et je suis persuadée il y a eu un autre chemin et qu'il y a autre chose et que le problème le plus profond, c'est que je ne me connaissais qu'à travers, je me reconnaissais qu'à travers mes défauts, ce qu'on appelait défauts ou mes points faibles. Et j'ai jamais essayé de me découvrir et d'avoir de la compassion et surtout de la confiance en mes compétences, en ce que je savais faire. On a tous cette petite flamme, je le dis toujours, parce que oui, j'ai cru longtemps que j'étais nulle et tout, mais le soir, quand j'allais dans mon lit, je me disais, meuf, t'es née pour briller en fait. T'es née pour faire des grandes choses. Et j'y croyais profondément, mais j'ai c'est encore les frissons. mais oui, mais c'est difficile de dire ça aux gens, mais tu sais que moi je vais faire des trucs de ouf, et alors que ta vie elle est chaotique, tu vois. Et en fait, c'est là où je me suis dit, attends, on se définit par nos symptômes, on se voit à travers ce que le regard des gens, tu vois, ce que les gens disent de nous, parce que on a du mal à s'adapter. Après, t'apprends que t'as le TDAH, et moi je suis tombée hein, dans le truc du super pouvoir. À un moment, je me suis dit, c'est un super pouvoir. Mais j'ai été confrontée à une vraie réalité. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus... Tu sais, j'ai peur de tomber dans le cliché souvent parce que, comme tu dis, sur Instagram, on est à 120 à l'heure. Le développement personnel de trottoir, là, il y en a en veux-tu, en voilà. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que les gens sachent qu'avec leur TDAH, et surtout quand on voit mon parcours, vraiment, tout est possible. Tout est possible. Il faut juste un moment se poser les bonnes questions et prendre ce temps, donc ralentir, parce que tu parlais de régulation, on est dérégulé. Et le TDAH, c'est principalement une histoire Tout de à fait. régulation.
régulation du Exactement. système nerveux, on est en surchauffe, mec. Tout le temps. Tout Complètement. le temps. Bah, Et on s'en le rend même. monde aujourd'hui nous surstimule. Voilà, mais on est en surchauffe, mais ça veut dire que même nous, on n'arrive pas à prendre du recul par rapport à notre propre fonctionnement. C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un ça va, mais ouais, moi ça va, mais elle va pas. Et c'est quand elle se sent, quand elle se régule qu'elle se dit putain, en fait, mais j'allais pas bien. En fait, j'étais pas bien. J'étais pas bien là où Ça me fait j'étais. penser à, ça me fait penser à deux insights que j'ai envie de ressortir de ce que tu viens de dire ici là maintenant. La première, ce que je trouve hyper intéressant, que tu me renvoies, et t'es ce miroir de ça en tant que créatrice de contenu aussi dans ce domaine-là, c'est que un des gros leviers, c'est le love can do. Le love can do, c'est de faire ce qui t'anime, ce qui te drive, c'est de trouver ce truc qui résonne en toi. Là maintenant, ben, tu me disais, j'ai eu certains conflits au niveau de ma création de contenu, mais en fait, je dois me diriger vers cet aspect philosophique parce que c'est ce qui m'attire. Et je pense que déjà, un neuroatypique, un TDAH, il doit comprendre qu'il doit arrêter de combattre et de plutôt travailler avec notre force qui est l'attraction. On est des êtres qui sont hyper attirants. Toi et moi, là maintenant, on voulait faire ce podcast parce qu'il y avait un côté aimanté. Et donc, il faut qu'on y aille. Just go with the flow. Il faut surfer sur les momentum, apprivoiser ça et vraiment s'écouter de ce qui nous fait vibrer. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir combattre parce que le système neurotypique nous a appris à se normer et à s'adapter. Donc, on a toujours eu cette déformation professionnelle, déformation de vie, de vouloir être en adaptation. On va combattre notre singularité, on va combattre nos mécanismes, notre pensée, ce qui vient instinctivement chez nous. On a passé notre vie à se taper sur la main nous-mêmes, et c'est encore gentil ce que je dis, je pourrais même te dire de taper des coups de fouet le soir pendant des heures à taper des nuits blanches en disant que t'es qu'une grosse merde, alors qu'en fait, pour moi, ce qui m'a beaucoup réveillé, et ce que tu me renvoies dans ce que tu viens de dire ici, c'est se sentir attiré, attract. Et en fait, c'est pas la même force, c'est pas la même synergie. Tony Robbins en parlait encore dans un podcast très récemment. Il disait, on doit aller vers ce qui nous appelle. Et là, en fait, on aura beaucoup moins de résistance. C'est l'énergie, en fait. Les aimants, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de force quand tu mets des aimants l'un envers l'autre. Et c'est vraiment ça qu'il faut, pour moi, aujourd'hui, réveiller. La résistance, ça c'est un mot important parce que tu sais, on a tous un biais de négativité, mais il est beaucoup plus, en fait, il est beaucoup plus fort quand on a un TDAH parce qu'on est dérégulé. Et en fait, on est constamment dans la résistance de notre fonctionnement. On va overthink toutes les décisions ou toutes les réactions qu'on a eues et on va tomber dans ce biais de négativité et en fait, on lâche pas prise. On va mettre trop de résistance dans les choses qu'on veut. Et c'est là où elles vont pas arriver, tu vois. Et c'est fou, mais moi j'ai mis du temps à comprendre ça, qu'en fait, fallait juste que j'y aille, que je fasse. Tu sais, d'apprendre Non. que se tromper, que de faire des erreurs. Parce que avant de sortir une vidéo, il y a quelques années en arrière, mais j'en transpirais, j'y repensais, puis des fois je les postais pas. Et aujourd'hui, je, je le poste parce que l'intention déjà est bonne de ce que je veux dire. Et puis, on se trompe tous. On peut faire des erreurs. Et c'est bien que Doit. quelqu'un nous dise, On doit passer par là. mais oui, et que quelqu'un te dise, écoute, l'info que tu as donnée, je sais pas si elle est vraiment juste. Et puis, tu vois, après, rebondir là-dessus, dire, ouais, je me suis trompée. Mais arrêter de résister. Moi, la résistance, elle m'a fait perdre énormément de temps. Et elle m'a enfoncé dans une vision de la vie complètement négative, tu vois. Où mon but, c'était de fonctionner et de pas de vivre. Et en plus, dans cette société, on t'apprend que c'est normal d'être comme ça. Tu vois, c'est Ouais. De normal, te la vie, c'est conformer. pas facile, la vie, elle est dure. Et maintenant, ça, c'est quelque chose que je refuse à 1000%. Et demain, si je dois tout recommencer, tu sais, des fois, je me mets dans cet état d'esprit et ça me fait plaisir parce que j'ai plus peur, en fait. J'ai plus peur. La peur, c'est quelque chose qui est complètement géré. Alors que moi, la peur, Est-ce que tu elle. n'as plus peur ou est-ce qu'aujourd'hui tu vis avec et tu vas malgré cette peur Voilà. et En qu'elle est... fait, je pense que c'est- la peur, elle Ok. est là, mais j'y vais. J'y vais parce que, quoi après? En réalité, Ouais, qu'est-ce qui ouais. va se passer? Franchement, Est-ce que ce qu'est-ce qui va se problème de passer? résistance, est-ce que ce problème de résistance, il vient, on parle de troubles de l'attention, mais nous on aime bien parler voilà, de dérégulation comme tu en as parlé, mais c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc il y a cette notion neuro au niveau du cerveau et développemental, donc ça veut dire au travers de notre développement, qu'il soit dans le ventre de notre maman, au niveau embryonnaire, mais aussi dans notre vie. Moi, je prends ces deux aspects-là parce qu'ils sont. On sait par exemple que dans le cas d'un chien, la phase d'imprégnation, la première année est super importante et va déterminer toute sa vie parce qu'en fait, c'est là où tu emmagasines le monde et tu apprends les codes. Et je pense qu'effectivement, chez nous, il y a deux aspects. Il y a l'aspect biologique où il y a clairement, au niveau du cortex préfrontal, certains troubles, certaines dérégulations au niveau de notre biochimie
et notre mode de fonctionnement, notre mode de réaction émotionnelle ou autre. T'en parles très bien dans tes vidéos. Et à côté de ça, il y a aussi ce trouble neurodéveloppemental de un poisson qu'on veut faire monter dans un arbre pendant 8 à 10 ans de sa vie et malgré tout qui n'y arrive pas et qui tente de résister au fait qu'il a envie de nager avec ses nageoires alors qu'on lui demande de venir monter dans un arbre. Et que ces deux choses-là nous apprennent profondément dans nos structures vraiment internes une forme d'impuissance apprise. Ce qu'on appelle aussi l'effet golem, donc une attente négative par rapport à tout ça. Et qu'en fait, ces deux choses, c'est ça qu'on doit, pour moi, dans ce que tu viens d'exprimer là maintenant, apprendre à désinstaller. On a le système scolaire et le système éducatif, et nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, et les professeurs ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs connaissances, certes, mais on doit désapprendre des applications installées profondément, de résister justement C'est à ses propres exactement ça. fonctionnements, résister à ses propres comportements. Est-ce que ça te parle un petit peu, ça? En fait, c'est exactement ça. Tu parlais du chien, que la première année de vie, elle était hyper importante. C'est ça qui est difficile avec le TDAH et c'est là où j'ai envie d'attirer l'attention des gens qui écouteront ce podcast et de la communauté. C'est qu'en réalité, on a des schémas qui se sont installés dont on n'est même pas conscient. Parce que c'est, comme tu as dit, c'est des logiciels très profondément installés qui se mettent à jour en plus. Ça fait partie de nous. Sauf que quand tu fais un diagnostic et certaines thérapies, parce que moi j'ai des gens qui sont dans mes coachings et ça fait 10 ans qu'ils sont en thérapie, tu vois. Puis après ils font le coaching et tu vois c'est des choses que je dis pas parce que je veux taper sur personne dans le sens où je pense que chacun fait son taf et il n'y a pas de mieux ou de pas mieux. Mais après t'as des gens ils font un mois de coaching et ils sont là ils font mais attends, tu sais t'as refait t'as fait Mise une à jour. espèce ouais, une mise à jour, mais t'as déconditionné. Et les gens, là, après, en fait, ils arrivent à se poser des questions hyper profondes et à se dire, mais putain, mais en fait, ça, c'est un fonctionnement que j'ai mis en place. Il y a des mécanismes de défense comme le people pleasing, tu vois, toutes ces choses-là. Le Et c'est des masking. mécanismes. Ouais, et le masking, tout ça, c'est des mécanismes de défense. Il y a des gens qui se sont enfermés dans la case impulsif, disent qu'ils pensent, en pensant que c'était quelque chose qu'ils pouvaient pas réguler. Il y a des gens qui se sont dit que c'était impossible de reprendre certaines études. Tout ça, c'est faux. Ouais. Et maintenant, faut le dire. Les trucs, un des trucs principaux que j'ai appris, c'est que moi, je pensais que j'aimais pas du tout les études, j'aimais pas du tout la connaissance, j'aimais pas du tout apprendre. L'école m'a Pareil. dégoûté de tout ça. Mm. Alors qu'en fait, aujourd'hui, ma drogue numéro une, c'est de me développer, c'est d'apprendre de nouvelles compétences, l'automatisation, que ce soit apprendre la flûte amérindienne. Pour moi, apprendre, c'est ma dopamine préférée au monde. Eh C'est vraiment oui. la meilleure drogue qui existe. Et pourtant, j'ai dû désinstaller le fait que, mais oui, en fait, regarder un cours de 2 heures de philosophie sur une pensée, c'est pas chiant, c'est kiffant Ouais, sur certains aspects. c'est ça, Tu c'est vois? ça. Et je pense que c'est vraiment C'est ça. désinstaller des Mais programmes. c'est parce que je pense que t'es bien avec Vas-y, vas-y. toi-même, en fait. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais t'es bien avec toi-même. J'ai fait une grosse dépression. J'ai jamais été aussi souriante, mais jamais hein, été aussi souriante que quand j'étais en dépression. Ça m'a marqué. Parce qu'il fallait que je fasse semblant. Il fallait que je montre aux gens que j'aille bien. Il fallait que je montre que je gère. Je gère rien, hein. Mais rien du tout, mec. Et en fait, aujourd'hui, peut-être que si on me voit, on se dit, putain, elle a l'air aigrie, celle-là. Pas du tout. C'est juste que je force plus rien, tu vois. Je suis hyper à l'aise avec mes comportements, avec mes réactions. Je sais que je peux me réguler. Tu vois, en fait, il y a encore du travail sur des choses, mais je suis régulée. Et c'est là où, en fait, c'est là où toutes ces pensées, justement, philosophiques, elles viennent, elles me disent, mais qu'est-ce qu'on m'a dit, tu vois? Parce que moi, quand j'ai fait ma formation de coaching, j'ai appris ben, la psychoéducation, mais les stratégies après. Que ça, tu vois? Ah ouais. Et, et quand tu vas chez le médecin, il te dit pas, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu prends des substances? Alors, il te le demande pour savoir si ça va avoir un impact, mais il y a trop de gens, ils vont chez le psy, et puis le gars, il dit, ouais, non, mais moi, je peux pas arrêter de telle ou telle substance, et il n'y a pas grand-chose qui se fait, en fait, derrière. Si la personne, elle demande pas explicitement de l'aide là-dessus, tu vois. Et on peut pas déléguer notre santé mentale à une personne qu'on voit une fois par mois, 30 minutes. Merci, Le mec est merci, bah pas, le voilà. mec, le mec est Mais pas, merci, le mec est pas du tout merci. assez concerné, tu vois. Putain, Moi, mais j'essaie merci. d'expliquer, j'en parlais en live, avec plaisir. Mais non, J'en mais parlais en sérieux, live parce hier que, avec une attends, personne. je suis désolée, je te coupe là, parce que il y a... Non, J'adore. mais, non, mais tu te rends compte, moi, je suis en train d'écrire un article là-dessus. Mhm, Et mhm. j'adore mon psy, hein. Et heureusement que je l'ai trouvé. J'étais dans une période mais vraiment horrible. Il a permis le diagnostic parce que j'avais eu quelques embûches avant.
Notre santé mentale à une personne qu'on voit une fois par mois, 30 minutes. Merci, Le mec est merci, bah pas, le voilà. mec, le mec est Mais pas, merci, le mec est pas du tout merci. assez concerné, tu vois. Putain, Moi, mais j'ai merci. expliqué, j'en parlais en live, avec plaisir. Mais non, J'en mais parlais en sérieux, live parce hier que avec une attends, personne. je suis désolée, je te coupe là, parce que il y a... Non, J'adore. mais, non, mais tu te rends compte, moi je suis en train d'écrire un article là-dessus. Mhm. Et Mhm. j'adore mon psy, hein. Et heureusement que je l'ai trouvé. J'étais dans une période mais vraiment horrible. Il a permis le diagnostic parce que j'avais eu quelques embûches avant. Il n'y a pas de souci, mais je vais le voir une fois par semaine, je me pose 50 minutes, tu parles. J'ai rien appris. Quand je te dis j'ai rien appris, la seule chose qui m'a fait du bien, c'est de déposer mon sac dans un moment très difficile de ma vie et avoir en face de moi une personne bienveillante qui représentait le médical, la connaissance à ce niveau-là. Et donc je pense que là, t'as quand même un espace de confiance qui se crée. Et il est là, il t'écoute, de temps en temps il te dit, il te balance une petite pépite qui va te mener à une réflexion, mais et j'ai eu longtemps peur en tant que people pleaser ou de me prendre les foudres de toute l'internet en disant que moi mon psy, il m'a posé le diagnostic et je lui en serai toute ma vie reconnaissante, mais c'est ce qu'il a fait et il m'a mis une médication. Mais le reste, c'est moi. Tout Le à fait. travail, je l'ai fait moi. Les questionnements, la recherche de réponses sur qui j'étais vraiment, sur qu'est-ce que je voulais faire et qu'est-ce que je voulais être, c'est moi qui me suis posé ces questions. Et oui, tu vas pas voir une personne une fois par semaine, 50 minutes. Et en fait, on a créé un truc où les gens, souvent, ils ont une idée de quand ils trouvent enfin un psy avec qui ils sont bien, ce mec, il va changer ma vie, ou cette nana, elle va changer ma vie. Et souvent, il y a la redescente. Ça m'amène une notion qui est super importante qu'on peut amener ici, c'est cette notion dont on a parlé de responsabilité. Tu as fait le travail toi. Et moi, ça m'amène cette notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème avec le milieu médical, c'est que il n'est pas gangréné il n'est pas hyper mauvais. Parce que je veux dire, il y a des personnes à des étapes clés dans le réveil de TDAH ou le réveil de neuroatypie qui est importante à prendre en considération. Ce qui est plus problématique, c'est de déléguer complètement ta santé physique et mentale à une personne que tu vas voir 30 minutes ou 50 minutes une fois par semaine, une fois par mois, qui ne connaît que ta vie au travers de ce que tu acceptes de montrer avec ton masking, qui n'est pas en contact avec ta famille, qui n'est pas en contact avec ton mari, qui n'est pas dans ta réalité, qui n'est pas en contact au niveau professionnel, qui est là avec ce que tu dis et les mensonges et les billets aussi, même si tu ne mens pas consciemment, les billets que tu proposes derrière pour être aussi accepté par ce psy où t'as pas envie non plus d'être hyper mauvais. Donc certes, c'est un espace où tu peux venir de manière sécurisée partager une partie de ta réalité, mais il fait partie de ton équipe. Moi, j'aime bien dire que si maintenant, moi, ma vie est un jeu vidéo, je la considère aussi comme une entreprise. Et donc, pour moi, aujourd'hui, ben, moi, en tant que CEO de ma boîte, Mickey Explore, ma vie, ben, je suis CEO, mais j'appelle un consultant. Et pour moi, le psychiatre ou le psy ou le neuropsy ou qui tu veux, ou même si on a un coach, c'est un consultant que je vais rencontrer, à qui je vais montrer en miroir des problématiques, discuter, mais je les intègre après, je pense, ces infos, je les trie, je les passe par des filtres. Qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on garde pas, est-ce que ça m'est utile, est-ce que ça l'est pas, mais c'est ma vie, c'est moi qui vis avec ce trouble tous les jours, c'est moi qui dois me battre dans mes downs, dans mes colères, dans mes phases d'impulsivité, c'est moi qui suis face à ça. Et donc, c'est pour ça que même aller voir peut-être plusieurs personnes qui ont des avis contradictoires, mais ce que je veux dire par là, c'est il faut qu'on soit responsable. C'est nous qui devons gérer ça et creuser. Et là, je te rejoins hyper fort sur ce point-là aussi. C'est la partie la plus difficile où où c'est là où je caresse le moins les gens dans le sens du poil. De toute façon, je les caresse jamais, ils savent, hein. C'est ça que j'aime bien chez Non, non, toi. mais en fait, quand on arrive et qu'on parle, moi, je suis pas là pour dire ce que les gens ils ont envie Mm. d'entendre, hein. Parce que, tu sais aussi, c'est important. Je suis tombée dans ce déni de responsabilité, genre c'est pas de ma faute. Et c'est pas tous les problèmes qui t'arrivent. Tu vois, par exemple, j'ai perdu mes parents. C'est pas de ma faute. On est d'accord, c'est pas de ma faute et c'est malheureux, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui a été ultra difficile. C'est juste qu'à un moment, j'ai dû me poser et j'avais deux choix. Soit couler et après reprendre tout un temps pour me reconstruire et ça, ou soit me dire que je devais accepter, que ça allait prendre du temps, mais ne pas m'enfermer totalement dans quelque chose que je pouvais pas contrôler et qui de toute façon n'allait pas me ramener mes parents, par exemple. C'est comme dans un livre où j'ai lu, tu te fais shooter par une voiture, t'as la jambe pétée, c'est pas de ta faute, on est d'accord. Mais la responsabilité que tu vas avoir dans la prise en charge de ta rééducation, tout ça, il y a que toi qui peux le faire.
Il y a que toi qui peux T'es le pas faire. coupable, t'es responsable. T'es pas Tout à fait. coupable, t'es responsable. Moi, je mets un point d'honneur à toujours avoir une partie de responsabilisation dans les coachings parce que les gens doivent savoir qu'il y a que eux qui vont pouvoir actionner. Ils peuvent m'écouter pendant 1 heure en live, je peux les inspirer. Mais si quand le live il se termine, ils reprennent leur téléphone pour scroller, il faut, voilà, se mettre face à ça. Il faut être Ouais, tout responsable à par fait. rapport à ces choses-là. Et je sais que des fois, c'est difficile. La difficulté, je ne la remets pas en compte, mais par contre, grandir, être bien, ça demande de l'inconfort. L'inconfort, parce qu'on est je sais pas pourquoi les gens pensent que guérir, grandir, c'est quelque chose qui se fait dans la douceur, qui se fait dans la joie et la bonne humeur, alors que pas du tout, parce que tu vas t'affronter, toi, déjà, parce que on est notre propre ennemi, hein. C'est souvent que nous. Et quand tu t'affrontes toi, ta réalité, les choses que tu sais que tu dois changer, là, c'est difficile. Et c'est très, très inconfortable. Et ça fait partie de la prise de responsabilité. Sauf que quand tu vas quelque part, euh, un psychologue, je pense qu'il aura plus peur que nous de dire à quelqu'un, il faut que tu prennes tes responsabilités parce que je pense qu'ils ont des règles. Je sais pas comment ça se passe en vrai, tu vois, mais de maintenir quelqu'un pour le conforter, je crois que c'est la pire chose qu'on puisse faire si on veut aider une personne. Et prendre Ouais, ses tout à fait. responsabilités et dire à quelqu'un de prendre ses responsabilités, c'est pas lui parler comme une merde, c'est pas être méchant ou lui dire tout est ta faute, no pain, no gain, ça n'a rien à voir. C'est juste accompagner Ah la ouais. personne et la pousser à des réflexions où elle n'a pas d'autre choix que d'être face à ses responsabilités. Mhm. Et parce Et que puis lui tout le monde rappeler s'en aussi qu'à fout, chaque Mike. fois. Tout le Tout monde à s'en fait. fout. Tout le monde s'en fout de ta vie, je Mhm. te le jure. Tu peux parler à une personne, Ouais. elle peut avoir énormément de compassion pour toi. Tu vas lui dire ciao, elle va te dire ciao, et elle va continuer sa vie. Peut-être qu'elle pensera à toi, mais c'est ça qu'il faut dire, c'est nous qui devons faire les choses. En fait, on doit passer à l'action. L'action appelle l'action, je le dis toujours. L'action appelle l'action. Et en fait, et tu sais qu'à chaque fois que tu changes quelque chose, ça va changer tu vois, les circuits neuronaux. Si à chaque fois tu reprends une bonne décision, si au lieu de prendre ton portable au réveil, tu te lèves, tu prends 5 minutes juste pour te concentrer sur tes pensées, te mettre bien, faire quelques exercices de respiration, et ensuite commencer ta journée, et ben dans ton cerveau, tu vas créer des nouveaux circuits qui vont t'apprendre de nouvelles habitudes. Et ça demande de temps et ça demande aussi de l'accompagnement. Et encore une fois, tout dépend du contexte. Par rapport au super pouvoir et tout ça, tout dépend du contexte. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes combats. Non, mais il y a clairement, oui, un effet domino. C'était cet impact de justement le début de la journée pour moi, pour un esprit TDAH et neuroatypique est super important. C'est comment tu startes cette journée-là. C'est Elle va hyper déterminer important. si maintenant tu prends ton téléphone directement dès que tu te réveilles pendant 10, 15, 20 minutes. Juste biochimiquement, on s'en fout, je suis là pour juger personne, mais biochimiquement, tu vides tes pompes à dopamine direct. Et tu Direct. dis à ton cerveau, regarde, je te swipe, je t'envoie de la dopamine. Mais le problème, c'est que nous, on a une dérégulation au niveau justement de ces pompes à dopamine qui captent pas correctement la dopamine. Et donc, le fait de commencer par ça, tu envoies un message à ton cerveau en disant, t'inquiète aujourd'hui, frérot, la dopamine, je te la file gratos. Alors que si tu le prives de ça et qu'à l'inverse, tu lui donnes d'autres choses et tu lui montres que la journée peut starter lentement, au fur et à mesure, ben, en fait, tu peux venir apprivoiser ton cerveau au fur et à mesure. Moi, le mot apprivoiser m'aide énormément. Je suis pas dans ce côté réguler ou tenter de combattre ou autre. Moi, Contrôler. j'essaye vraiment d'apprivoiser. Il y a cette notion d'un animal sauvage que je tente d'apprivoiser, de rentrer en relation avec pour trouver une forme d'alignement, de paix et de singularité. Parce que j'aime cette partie sauvage de moi, je la cultive et je pense qu'on ne doit pas essayer de la combattre, mais de Mais trouver, oui. ok, qu'est-ce qui correspond. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la flûte. Pourquoi je fais de la flûte amérindienne? Mais parce que c'est un hack pour mon cerveau de venir travailler ma respiration. Je ne sais pas méditer le matin, je ne sais pas me poser pendant 20 minutes et ne rien faire. Par contre, apprendre à jouer de la flûte, ben c'est fun. 10 minutes, je fais de l'impro, je fais n'importe quoi. Mais pendant ce temps-là, j'ai cheaté mon cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un instrument avant? Tu es en train d'être en conscience sur ta respiration. Et donc, c'est ça qu'il faut créer, c'est de trouver des glitches, des failles dans le système C'est qui ça. vont résonner avec toi et qui t'attirent. Ouais. Tu vois? Donc, carrément, je suis d'accord avec toi sur ce côté, être responsable, lancer sa journée correctement, c'est des phases qui sont super importantes. Est-ce que tu voudrais qu'on rentre
Ce podcast va être fou, hein. Moi, je le Ouais, sens, l'énergie est de ouf. incroyable. Et on a un sujet de base, on l'a juste encore effleuré. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais, trop gai, mais c'est c'est super ça. important. Mais oui. À la base, à la base, je t'ai capté parce que tu as fait un réel que j'ai trouvé incroyable sur cette notion de super pouvoir et de malédiction, où tu prenais justement ce pli de, les gars, tu disais dire que le TDAH est un super pouvoir, c'est comme être sur un yacht en admirant la mer et dire que quelqu'un se noie et dire à quelqu'un qui se noie que la mer est magnifique. Et elle m'a hooké. Celle-là, elle m'a, ok, je suis rentré dans une phase philosophique. Et je me suis dit, ok, il faut qu'on en parle. J'ai envie qu'on échange toi et moi là-dessus parce que je trouve Ouais, ça super important. ouais. Pourquoi tu, Pourquoi tu perçois aujourd'hui le TDAH comme une malédiction, ou en tout cas pas comme un super pouvoir? Tu peux développer un peu? Alors, je perçois pas du tout le TDAH comme une malédiction et je veux juste dire aux gens que si ils sentent que leur TDAH c'est un super pouvoir, moi, du plus profond de mon cœur, je suis hyper content pour eux. Parce que tant mieux. Parce que c'est une minorité et il faut le dire. Donc c'est pas un jugement pour les gens qui disent que c'est un super pouvoir, c'est juste une remise au clair. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu dis que c'est un super pouvoir, tu vas inverser la charge de la souffrance. Tu vois? En fait, tu vas qualifier un trouble neurodéveloppemental de super pouvoir et tu décris pas la réalité clinique. C'est ça qu'il faut, c'est super important de mettre le point là-dessus. Parce que, en fait, tu vas raconter une histoire qui est assez confortable pour ceux qui vont bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, quand tu disais que c'était intellectuellement malhonnête, c'est juste qu'il y a un super pouvoir, il te met pas en échec. Et puis surtout que bah, le TDAH, il est défini par un déficit clinique, des déficits cliniques attentionnels, de l'impulsivité, un déficit dans les fonctions exécutives. Et donc, c'est pas une métaphore, c'est des critères qui sont médicaux. Donc tu vois, c'est juste remettre les choses dans le contexte. Et pourquoi c'est socialement violent? Parce que il y a des gens, et ces gens-là, je les côtoie et je les vois, je les ai eus en coaching, on a fait des coachings de groupe spécialement là-dessus, où en fait si tu souffres, ça veut dire que tu ne sais pas utiliser ce super pouvoir. Tu vois? Et moi, la question que j'aimerais te retourner justement par rapport à ça, c'est quoi le super pouvoir du TDAH en fait, si on devait en donner un? Alors, pour moi, et pourquoi est-ce que j'aime parler de temps en temps? On va partir en débat. Moi, j'adore, au creusons, et je trouve qu'il y a des choses qui peuvent sortir et créer des angles morts, et je trouve ça super intéressant. C'est vraiment pour moi, notre échange ici, c'est un outil de réflexion où on peut vraiment se renvoyer nos perspectives. En fait, je suis complètement d'accord avec toi dans le fond, par rapport au fait que ce n'est pas un super pouvoir en première ligne. Néanmoins, je te disais tout à l'heure que ma vie est un jeu vidéo. Mhm. Je la considère comme un jeu vidéo. Moi, j'ai commencé le coaching quand j'avais 20 ans. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a aussi apporté beaucoup de problèmes. Quand je parle du coaching, c'est avant la sphère gourou, dev perso qu'on a connu. Moi, c'était encore gourou. Je te parle de ça il y a 15 ans, hein. Donc, c'était il y a très très longtemps. Toi, t'as quel âge, Dans Mike? J'ai 34. Je suis né en 91. J'ai Ok, 35. Pardon. 35. J'adore, Je j'adore. suis pas du tout connecté à ça. Ok, ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est on a vu une notion que je trouvais super intéressante en accompagnement dans mes premières années, qui disait l'effet Golem vs l'effet Pygmalion. Tu connais l'effet Pygmalion? Ouais, ça te parle un petit peu? Ouais. L'effet Pygmalion. Oui, En oui, fait, oui, oui. en fait, l'effet Golem, c'est le problème que si tu considères que tout est négatif, mais en fait, ça va amplifier une réaction négative par rapport à toi et tu peux avoir une réaction d'abandon par rapport à ça. Tu vas dire c'est impossible. Ça peut te décourager. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup vécu ça avec des professeurs ou autres qui disaient de toute façon, lui, il est incapable, de toute façon, il sait pas se concentrer. C'est ce qu'on appelle l'effet Golem. Si on retourne la pièce, parce que moi j'aime bien dire toujours qu'une pièce a deux côtés, et le TDAH c'est le cas, il a deux côtés de la pièce, et on va en Oui, parler, je peux c'est un un peu paradoxe. expliquer certains super... Exactement, c'est un énorme paradoxe. Certains super pouvoirs, si on pourrait apprendre à vivre une vie adaptée, l'effet Pygmalion, on sait aujourd'hui scientifiquement, c'est prouvé au niveau des études que quand tu penses que quelqu'un a des capacités et est capable, si on dit à un professeur que cet élève-là, l'année dernière, cette classe-là, elle était incroyable au niveau mathématique, eh ben, cette croyance qu'on insuffle au professeur, elle va augmenter les résultats des élèves. À l'inverse, si on dit à des élèves, à un professeur, cette classe l'année dernière, elle était à chier, vraiment elle était pourrie,
on voit les résultats significativement diminuer, alors que les élèves, l'année dernière, avaient les mêmes résultats. Et donc, c'est cet effet Pygmalion, l'effet Golem. Et donc, moi, ce storytelling de super pouvoir, je suis d'accord avec toi qu'il faut clairement passer par cette étape de discussion qu'on a là maintenant, parce elle bride certaines personnes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes non diagnostiquées ou diagnostics tardifs n'ont pas la chance d'avoir un environnement adapté et donc le vivent extrêmement mal. Et c'est 70% aujourd'hui des personnes qui ont un trouble de l'attention, voire même plus, qui le vivent mal et qui n'arrivent pas encore à être régulés avec leur réalité. Et ça, c'est une vraie réalité, je te rejoins. Là où pour moi, j'aime essayer de considérer ça comme un super pouvoir, vs malédiction, c'est de me dire, ok, dans ma vie, dans mon jeu vidéo, je suis un peu un Superman avec une grosse kryptonite. C'est quoi mes kryptonites? Ma kryptonite, ça va être mon téléphone. Ma kryptonite, ça va être le sucre. Ma kryptonite, ça va être l'alcool. Ça, mais mon super pouvoir, ça peut être par exemple mon impulsivité. Là, par exemple, je suis avec toi, ben, mon impulsivité, elle est présente. On est là, ça amène quelque chose. Mais dans un cadre peut-être justement professionnel, mon impulsivité va me desservir. Cet hyper-focus, s'il est incontrôlé, eh ben, parce que c'est le problème aujourd'hui, c'est que ce hyperfocus, si t'es pas régulé correctement, ben, il va se placer sur l'agriculture médiévale, mais pas sur le dossier que tu dois rendre demain. Là, c'est le problème que l'hyperfocus, elle est plus une En malédiction. fait, Là où ça peut... l'hyperfocus, c'est important de comprendre que c'est juste c'est de la cécité temporelle. Donc, c'est une incapacité à mesurer le temps et à s'arrêter quand il faut. Donc, ça aussi, tu vois, j'aime bien. Et en fait, quand je dis ça, les gens, ils le voient négativement. Pas du tout. Parce que moi, j'adore être en hyperfocus. Mais comme tu dis, il faut que ce soit contrôlé. Parce que Mhm. sinon, ça te cause des problèmes. Tu vois? Quand Tout tu à vas fait. faire du Ouais, ouais. crochet pendant 4 heures, alors que tu as du taf à faire, oui, ton crochet, c'est génial, c'est ta passion. Tu t'es hyper focus, t'as crocheté comme jamais et comme personne. Mais par contre, les choses qui sont importantes dans ta vie et qui te permettent d'évoluer, eh ben, tu les laisses de côté, tu vois. Donc, ouais, l'hyperfocus, c'est bien quand il est géré, mais ça reste de la cécité temporelle, donc une incapacité à sentir et à voir le temps passer, mais surtout à s'arrêter, tu vois, parce qu'on mange pas, on boit pas, tu vois, toutes ces choses-là. Donc, Tout à les fait. gens, quand ils mettent en avant l'hyperfocus comme un super pouvoir, ben, souvent, tu me trouves dans les commentaires comme la grosse lourdeuse qui vient péter le truc, mais derrière, il y a trop de gens qui m'écrivent. Putain, Mhm. Tout à merci, fait. tu vois, Est-ce merci. qu'aujourd'hui, cette hyperfocus via la cécité temporelle, elle t'a servi aujourd'hui dans la chaîne TDAH que tu as pu créer? Est-ce que tu fais sur Substack, etc.? Alors, ce qu'il faut savoir, alors comment je vais expliquer ça? Donc, moi, tous les symptômes du TDAH m'ont desservi et je t'explique comment. C'est-à-dire que mon impulsivité, elle m'a mis dans la merde financièrement. Moi, j'étais endettée. J'ai jamais gardé un job très longtemps. Donc, j'étais vue en fait comme une personne irresponsable. La dernière fois où j'avais trouvé un job c'était vraiment, on était à 2 doigts de signer. J'étais hyper motivée. Je m'étais remis dans la tête. Enfin, tu sais, maintenant, tu sais, tu te reprends en main, go. Dans une boîte de gestion de fortune, un super poste, super salaire, tout ça. Petit contrôle de routine, mais vraiment, ça devait passer comme une lettre à la poste. Ils ont appelé un ancien employeur à moi et j'ai pas eu le poste, tu vois. Donc ça m'a... Alors que j'étais dans cet élan de c'est bon, je reprends tout en main là. Bref. Ma créativité, ben, elle se débloque dans des moments, tu sais, c'était des moments, pas des moments de création, juste des moments où en fait, t'es là, t'es ce moment le soir où tu sais que t'as rien foutu de ta journée alors que t'aurais pu faire plein de choses, et puis d'un coup ton cerveau, je sais pas si c'est un mode survie, mais il commence à penser à plein de trucs. Ah mais oui, mais ça je devrais faire ça. Et puis t'as une créativité qui est hors norme, sauf que c'est l'effet feu de paille, tu vois. C'est le coup d'une soirée, tu mets rien en place derrière. Et l'hyperfocus sur des choses pas forcément très intéressantes dans le sens où qui sont une brique de mes projets, qui sont en train de faire que je construis quelque chose. Aujourd'hui, j'ai de l'hyperfocus parce que j'ai des objectifs clairs, j'ai ma vision et je me rappelle à chaque fois de ma vision parce que des fois l'hyperfocus il vient pas, je suis pas motivée, mais je sors, je respire, je fais de la méditation guidée, je me rappelle de qui je veux être, vraiment la vision de la vie que je veux
et hop, je reviens et j'ai des engagements vers les gens aussi sur Substack, tu vois. On a un contrat ensemble, c'est 2 dossiers Ouais, par mois. Donc, tu vois, cette notion de responsabilité, ça me booste aussi, tu vois. Et je le fais, je m'y mets. Donc, j'ai de l'hyperfocus, mais qui est contrôlé et qui est mon allié avec mes objectifs. C'est super c'est ça. important. Donc, juste pour t'ennuyer un peu, on pourrait considérer que si c'est apprivoisé et dans un cadre où tu m'as parlé de clarté, tu m'as parlé de sens, tu m'as parlé de contrat, promesse avec une mission qui a du sens pour toi, que tu contribues, que tu arrives aujourd'hui à mettre cette tendance hyper-focus liée à une nécessité temporelle qui de base est un effet négatif. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire partie de ce qui contribue à ton système et à quelque chose qui est plus aligné? Tu peux répéter ta question, excuse-moi. Est-ce que le fait aujourd'hui de la maturité que tu as, de la relation que tu as avec ton TDAH, l'hyperfocus, qui à la base t'a posé pas mal de problèmes parce qu'il n'était pas dirigé, etc. Maintenant que tu as des critères comme le sens, de la clarté, un contrat d'âme avec ta communauté Substack, cet hyperfocus, tu réussis à le contrôler, t'en servir un peu comme un super pouvoir qui te permet d'aller plus loin que d'autres personnes dans du contenu deep philosophique qui te permet d'aller en profondeur et qu'une personne lambda qui n'aurait peut-être pas cet hyperfocus n'arriverait peut-être pas à aller manger autant que toi. Mm. Tu vois ce que je veux Alors, dire? en tout cas, moi, je le sens maîtrisé. Et ce qui est bien dans cet hyperfocus, c'est tu sais, tu ressens quand même un calme et une concentration vraiment intense. Je sais pas si les personnes neurotypiques, elles arrivent à avoir cette concentration intense, mais c'est hyper agréable en fait. Et comme c'est nourri par un moteur de vision et d'objectif et de responsabilité, j'ai l'impression que ça joue vraiment pour moi, tu vois. Et le seul truc que j'ai pas géré encore correctement dans l'hyperfocus, c'est le fait qu'on me coupe dedans. C'est insupportable, vraiment insupportable. Même quand c'est géré et c'est insupportable. Mais oui, après, je sais pas si je peux l'appeler un super pouvoir parce que c'est ma personnalité, tu vois. Ok. C'est moi En fait, qui ai c'est un axe envie. que tu viens de... Vas-y, Mais non, pardon. mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui écris, c'est moi qui fais les recherches, c'est moi qui est impliqué. Et donc cette concentration, elle vient aussi de ma volonté de bien faire les choses, tu vois. J'ai pas, j'ai trop longtemps euh, 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 pris des symptômes, même on va dire les bons côtés, tu vois, comme étant ma personnalité, alors que c'est des symptômes d'un trouble qui est répertorié dans un livre psychiatrique, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Vous êtes des personnes extraordinaires et il faut faire il faut faire la différence entre vos symptômes et ce que vous êtes. On peut pas dire. En fait, ce qui m'énerve dans le truc du super pouvoir, c'est qu'on va attribuer une réussite à son grâce à son TDAH. Mais tu te rends compte du truc? C'est dingue. Enfin, moi, je sais pas si c'est de l'ego ou autre, mais moi, je Ah réussis ouais. parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai fait mon introspection, j'ai une vision, j'ai des objectifs, j'ai envie de donner aux gens. C'est profondément, j'ai envie de donner et j'ai peut-être aussi peut-être un travail à faire sur le fait que j'ai l'impression que je donne pas assez, tu vois, parce que je suis persuadée que quand on donne avec une bonne intention, on reçoit en fait, et c'est ce qui te fait grandir, tu vois. Mais de s'attribuer une réussite euh, par le TDAH, c'est pas logique et c'est pas pertinent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit suite à ma vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas commenté, parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans des joutes verbales et tout, qui m'ont Ouais, écrit, ouais. Taina, je suis tombée dans le piège du super pouvoir. Et ça, j'ai eu beaucoup de ces réactions. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans le déni, tu vois. Hmm. J'étais dans le déni. Ouais, ouais, Donc voilà. tout à Et puis fait. après, tu perds de ta responsabilité quand tu penses que ton TDAH, c'est ton super pouvoir. Il y a des gens qui disent qu'il faut pas s'excuser d'arriver en retard. Alors peut-être moi, je suis d'une génération encore trop... tu vois, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans. Peut-être je suis... Tu vois, je suis dans une génération encore peut-être les gens me considèrent comme un boomer ou je ne sais pas, mais tu arrives en retard, tu t'excuses ou tu avertis avant que tu es en retard. Tu peux pas remettre ça sur le Ouais, ouais. TDAH. Je suis désolée. Tu peux Non, ne tout à pas fait. avoir. Bien sûr, tu peux ne pas voir le temps passer. Oh, putain, mais
tu prends ton téléphone. Oh, j'ai pas vu le temps passer, j'arrive tout de suite, je suis désolée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est le fait de pas avoir Ouais, la on peut pas, notion. mais c'est pas une excuse, on peut pas tout mettre sur la tronche du TDAH. Non, Pour tu se peux en fait, pas, de nouveau, on en revient à cette responsabilité. On peut pas se mais c'est ça. déresponsabiliser, c'est pas le but en fait. Mais tu peux pas dire à quelqu'un, tu peux pas être impulsive, parce que je suis impulsive. Je peux des fois, tu vois, tu pètes un plomb, quoi. Quelqu'un dit quelque chose. Alors maintenant, c'est très rare que ça m'arrive. Tu peux pas blesser quelqu'un et après lui dire, ouais, tu sais, je suis impulsive et tout. Non, je suis désolée de t'avoir fait ce que je t'ai fait. Je vais travailler sur moi. Ce que t'as dit, ça m'a blessée et j'ai mal réagi. Quand tu arrives à prendre ce type de responsabilité et que la personne en face, elle se dit waouh, tu vois, les gens après ils te tendent la main. Euh, euh, tu, j'ai vu que tu étais plus irritable en fin de journée, tu préfères qu'on aborde ces sujets, tu vois. Et toi, tu apprends à communiquer, à être beaucoup plus assertif, à poser tes limites, tu vois. D'être impulsif sur les gens et après de dire c'est le TDAH. Pour un enfant, je te dirais ok. Il est encore petit, tu vois, on va travailler là-dessus, mais quand tu es adulte, il faut que tu reprennes le contrôle de ça, tu vois. Il faut que tu te régules, quoi. Et c'est tout. Donc, tu vois, c'est ça Est-ce qui qu'au me niveau de dérange. l'impulsivité, par exemple, si je reviens sur l'impulsivité, aujourd'hui, moi, j'ai même cette sensation, par exemple, tu parlais de tes coachings, comment t'accompagner tout à l'heure, que le fait que tu as un discours franc, pour moi, je dissocie toujours comportement et trouble de l'attention. Un trouble de l'attention, je fais une mini parenthèse là-dessus. Pour moi, le TDAH, il faut le remettre à sa place. C'est une boîte dans laquelle qu'on a créée au travers d'un acronyme qui a comme seul objectif d'aider les scientifiques à centraliser les études et les méta-analyses qui sont faites. C'est le seul objectif du trouble de l'attention, c'est avoir une case commune. Et elle est même plus adaptée, le nom il est complètement galvaudé, il est à des kilomètres de la réalité de qu'est-ce qu'un TDAH, qu'est-ce qu'un profil avec ce type de trouble-là possède. Donc pour moi c'est important de dissocier ça, et le TDAH c'est plus un terme pour qu'on arrive à discuter ensemble d'un même sujet. Mais pour moi en dessous il y a des sous-catégories qui sont des symptômes, et pour moi l'hyperfocus en est un, l'impulsivité, que ce soit la créativité, l'énergie, l'hyperactivité ou pas, on les relie au TDAH parce qu'ils sont effectivement, quand ils sont dérégulés, ils posent problème et génèrent un diagnostic TDAH, mais plein de personnes l'utilisent sans être dérégulés. Donc ça existe, c'est pas beaucoup, mais il y a des personnes TDAH qui ne sont pas dérégulées et donc même pas diagnostiquées, puisqu'en l'occurrence ils ont une réalité qui est correcte. Mais par exemple, pour revenir à ce que je ferme ma parenthèse, pour revenir à l'impulsivité que je ressens, qui fait partie de nous tous les deux, même dans tes coachings, est-ce que tu penses que cette impulsivité, elle fait aussi partie d'une approche thérapeutique, d'une approche d'accompagnement qui fait aussi cette caractéristique de Shaina? Je sais pas si on dit Shaina ou Shaina. Saïna, Saïna. Saina, pardon. Ouais. Donc Saina, désolé, deuxième parenthèse fermée, mais est-ce que l'impulsivité fait partie de ton type d'accompagnement? Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai appris ce qu'on appelle l'approche Farelli. Donc, c'est la thérapie provocatrice. C'est une approche de coaching qui est très peu connue, mais que moi, j'adore mettre en place dans mes accompagnements. Donc, la thérapie provocatrice, c'est utiliser justement la confrontation et sortir un peu du moule, un peu trop confortable. Et moi, pour moi, personnellement, cette impulsivité fait partie de mes stratégies que j'ai de nouveau apprivoisées pour avoir ce franc-parler qui permet de unlock des trucs hyper puissants dans certains de mes accompagnements. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce Oui, qu'on pourrait complètement. Moi, je effectivement voir suis. l'impulsivité? Il y a trop de gens qui sont là au premier live, ils sont. Ah ouais. Ils sont. Ah ouais, d'accord. Ok, mais ils ont besoin de ça. Je te dis la vérité. Et je suis pas. Parce que quand tu rentres dans les gens, en fait, on pense que tu les bouscules, mais de la mauvaise manière. Mais pas du tout, Mhm. tu vois. C'est la première chose que je dis. Donc, je suis pas là pour dire ce que vous voulez entendre, mais ce qui va vous faire évoluer. Je vous donne les clés et j'ouvre pas les portes. Tu vois? Et en fait, c'est comme si, tu sais, je sais pas, c'est comme si tu prenais une salade avec la sauce en dessous et que bah, tu la manges, elle est fade, mais qu'une fois que tu la secoues bien, et ben il y a toute la sauce dedans et en fait tu dis mais elle est trop bonne en fait cette salade, tu vois. Et ben moi c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je suis pas, j'ai toujours un ton, j'ai de la douceur dans mon impulsivité, c'est-à-dire que j'utilise les bons termes, je suis une personne qui encourage les gens et la compassion envers soi-même c'est quelque chose qui est important. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire la compassion avec soi-même? C'est simplement de reconnaître
reconnaître qu'on a fait des erreurs, qu'elles ne nous définissent pas et qu'il faut continuer à avancer avec confiance, tu vois. C'est pas juste te caresser, te dire t'es une bonne personne, tu vas réussir, tu vois. Non, c'est vraiment mettre les gens face à la réalité, tu vois. Tu me dis que par exemple, ouais, le soir, impossible d'être sans mon portable. Bon, bah, si tu veux pas poser, on continue où la discussion? Parce que je suis en train de te dire que le soir, c'est bien que tu crées un environnement beaucoup plus calme pour ton cerveau et que tu essayes. T'aimes pas lire, bah lis pas, écoute peut-être un peu de musique, je sais pas, dessine, fais quelque chose de plus calme pour créer un environnement plus calme pour ton cerveau. Mais si après la personne, elle persiste et signe que elle veut absolument son portable, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Donc moi, je lui dis, qu'est-ce que tu veux que te donne quoi? Une baguette magique, une potion? Je n'ai pas de réponse à ça. Je t'explique juste les dommages que ça fait sur ton sommeil, sur ton hyperactivité, sur un tas de choses qui vont en fait, qui vont avoir un impact, qui vont accentuer tes symptômes. Je te donne plusieurs solutions. Maintenant, à toi de... Je peux pas le faire à ta place, tu vois. Et après, en fait, les gens, ils se remettent en question. Parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait soit un débat ou soit une validation. Je ne validerai pas. Mais je te dis qu'il y a ça et que tu es libre de continuer dans ton chemin. Tu vois? Mais Mhm. aujourd'hui, on voit que ce chemin, il est pas bon, tu vois. Et on Ouais, parle comme ouais. ça en fait, les gens, après, ils se challengent eux-mêmes. Ils disent, putain, elle m'a pas validé dans ma connerie. Elle n'a pas essayé de me caresser dans le sens du poil, je vais peut-être essayer. Parce qu'en fait, tu sais, quand c'est pas du renforcement négatif, mais tu sais, les gens, en fait, quand t'es droit dans tes bottes, t'as confiance dans ce que tu dis, ben, c'est inspirant pour eux. Parce que souvent, quand t'es face à des gens qui ont pas trop confiance, qui sont des people pleasers et tout, tu leur donnes ton énergie. Tu leur donnes cette énergie de... Et ils testent et ils font, mais putain, et le live d'après, ils font, j'ai essayé cette semaine, et il y a rien à dire, ça fonctionne et ils reprennent confiance en eux en fait, tu vois. Mais Mhm. alors, je suis pas dans la provocation, mais je suis dans la mise En face miroir. le miroir exactement. Parce que tu sais, moi j'ai eu des par exemple, j'ai eu des problèmes de sommeil. Je pouvais me coucher tard et tout. Et un jour, j'ai dit non, mais j'ai compris que le sommeil, c'était ma bouée de sauvetage. C'est une des choses qui a changé mon rapport aussi au TDAH. Mais des fois, j'allais au lit, puis je restais dans mon lit. Puis je fermais les yeux, puis j'ouvrais les yeux, puis jusqu'à ce que je m'habitue chaque jour à aller au lit à la même heure, à la même... Moi, on m'appelle la vieille à la maison, hein. 9h30, je vais dans la chambre, quoi. Je fais un peu de méditation et je m'endors. Mais Ouais, ça m'a ouais, demandé du temps et du travail. Et parce que, regarde, si tu sais pas ce que tu veux être, tu peux pas évoluer correctement. Si tu veux, si ton but c'est de te sentir bien, mais que tu n'as pas quelque chose de plus précis, pourquoi tu veux te sentir bien? Qu'est-ce que tu veux être? Je veux être une entrepreneur, je veux monter Doctera, que ça change la vie des gens. Tu vois, être très précis dans ce que tu veux. De ouais. te Ouais. voir comment tu veux te réveiller le matin, comment tu veux t'adresser aux gens. Quelle personne tu veux être? J'ai envie d'être calme et sereine. Tu vois, j'ai envie de pouvoir mettre en avant mes idées clairement et pouvoir débattre avec les gens sans que ma régulation émotionnelle elle soit, tu vois, enfin que ça me déchire à l'intérieur. Et quand tu arrives à dire ce que tu veux être, eh ben c'est beaucoup plus simple de mettre des choses en place. C'est comme un psy qui disait, et après je te laisse parler, il disait souvent les gens ils viennent, j'ai reposté ça sur mon profil, les gens ils viennent au cabinet et il leur dit mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et ils disent bah je sais pas ce que je veux faire. C'est pour ça que je suis là aussi. Fait, vous savez pas ce que vous voulez faire parce que vous savez pas qui vous voulez être. Quand tu sais Ouais, pas, mais oui, quand exactement. tu sais pas vraiment, C'est... c'est dur d'accepter. Moi, j'ai envie de vivre ma vie comme je veux. J'ai envie de réussir dans mes projets, d'être riche, d'avoir un potager, de faire pousser mes propres légumes, d'avoir des animaux, des poules et plusieurs chiens. Tu vois, c'est fou quand tu parles comme ça aux gens. J'ai envie d'avoir mon chalet dans la montagne suisse. Et j'ai plus honte, en fait, j'ai plus peur de ces rêves. Avant, j'avais un peu honte parce que suivant dans quelle situation t'es, les gens, ils peuvent te dire, mais t'es malade. Enfin, je veux dire, là, t'es pas du tout dans le truc, tu vois. Mais j'ai vraiment, je vois ce que je veux être et ce que je veux faire et les actions que je vais mettre en place. Et souvent, il y a ce brouillard dans la tête des personnes TDAH parce qu'elles sont déjà, pour beaucoup, dans une précarité
soit mental, ou soit les deux, matériel, mental et physique, tu vois. Parce que ce super pouvoir, il va déclencher beaucoup de stress, beaucoup d'isolement. Il y a entre 11 et 13 ans de vie en moins chez les personnes TDAH. Donc, si c'est pas l'impulsivité, les conduites dangereuses, les conduites à risque, les addictions, eh ben, c'est tout le stress La que, prison. la prison, 25% des gens qui sont en prison, 25% de la population carcérale, elle a un TDAH. 25%, je répète. C'est dingue Mhm. quand même. Et C'est donc, en énorme. fait, après, si t'as pas eu d'addiction, t'as pas eu de prison, ce qui est bien, ou de conduite à risque, ou de problèmes financiers, ou de problèmes relationnels, ben, tout le stress et l'anxiété que tu as généré dans ta vie pour pouvoir rentrer dans ce moule va te créer une maladie plus rapidement que les autres. Mais Ouais. ça, quand tu le dis, Comorbidité, on en passe. hein? Comorbidité, on en passe aussi, hein, qui peuvent venir justement encore Mais, augmenter le résultat parce mais que le bien TDAH est sûr. jamais tout seul. Mais bien sûr, de toute façon, plus le diagnostic se fait tard, plus le développement de comorbidité est élevé. J'aimerais que le TDAH soit un super pouvoir. J'aimerais profondément que ça nous donne un truc en plus. Je dis pour réussir et être bien. Mais, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose que seuls les privilégiés peuvent se targuer d'avoir en parlant du TDAH comme un super pouvoir. Ok, hyper intéressant. J'ai envie de rebondir sur deux, trois petites choses que tu as dites que je trouve hyper puissantes. Déjà, il y a cette notion que tu as mise en avant sur toi-même, de nouveau, cette notion de être pour faire, pour avoir, et pas faire pour avoir, pour être. C'est un des très gros problèmes qu'on a dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'on veut vraiment toujours passer par la porte de je dois faire pour avoir des choses et après je serai. Et là, ce que tu viens de me dire ici, c'est non, qui je veux être. Tu as commencé par ça. Après, je pourrais faire des choses et avoir des choses, avoir un chalet. Mais je veux être cette personne pour pouvoir faire ces différentes choses, pour pouvoir avoir ces choses. Et cette équation, elle est primordiale. Être pour faire, pour avoir. Parce que notre monde nous montre effectivement le côté fais des choses, travaille, fais tout ça, et après derrière, tu pourras avoir des choses, et c'est ces choses que tu posséderas qui feront qui tu es. Alors que l'équation n'est pas du tout juste, et elle est très dysfonctionnelle dans un profil TDAH et neuroatypique. Complètement. Ensuite, il y a cette notion aussi de clarté. Tu parles justement d'avoir une vision et une clarté par rapport à qui tu souhaites être dans le futur. Je suis entièrement d'accord à ce niveau-là. Il faut juste pas tomber dans le piège dans lequel moi je suis tombé dans le dev perso. C'est de se mettre des targets hyper hauts, en fait, objectifs extrêmement hauts, créer des problèmes extrêmement intenses, ça crée une distanciation entre ton état présent et l'état désiré. Et la montagne, elle est tellement haute et tu as tellement de croyances limitantes pour toi que tu considères que tu n'arriveras jamais en haut de la montagne. Donc j'ai envie de rappeler à ces personnes-là de ayez une vision, ayez du sens, soyez attirés, mais ayez surtout des intentions et même des intentions court terme. Décomposer, Ça, découper, être créateur de contenu, c'est par exemple, pour moi, c'était déjà réussir à faire une vidéo d'une minute, alors que je rêve d'être youtubeur et que j'adore faire des formats longs, je kiffe ce format-là, c'est mon délire. Mais en fait, j'ai dû comprendre que ben, être cette personne-là, ça demande beaucoup de compétences différentes. Et il faut déjà travailler ça et décomposer cette montagne, cet Everest. Ben, il y a plein de steps qui sont plus légers à comprendre. Et être déjà une personne qui sait scripter, déjà être une personne qui sait parler face à une caméra, avant de vouloir être cette personne qui vit de ça. J'entends aussi ce fait que tu t'es créé une vie aujourd'hui qui respecte un peu plus tes modes de fonctionnement. Tu ne travailles plus en entreprise, tu crées ta propre entreprise. Tout ça, c'est ce qui fait aussi que tu peux mieux apprivoiser les problématiques, les symptômes. Ça joue quand même un peu beaucoup. Moi, j'essaie de me créer une vie qui est systémique, enfin me créer un système autour de moi pour ne plus vivre une vie tributaire du système. Je veux pas que mes rentrées financières soient reliées à mon temps ou à est-ce que je dois être en bonne énergie tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as fait un peu ce même cheminement aussi. J'ai une vision moyen terme dans ma vie d'être quelqu'un qui peut vivre correctement et sortir de la misère ou de la précarité financière au travers de systèmes qui bossent pour moi. Je prends par exemple un écrivain, il va écrire un bouquin, il va avoir 3 mois d'hyper-focus sur son bouquin, mais après il va le sortir à la vente, et ce bouquin, quand il sera vendu, ses rentrées financières ne seront pas reliées à son temps, son énergie, il pourra se permettre des shutdowns, des phases comme celle-là. Tu vois, pour moi, c'est des choses qui sont importantes dans qui tu veux, dans qui tu veux je voulais être. juste faire une petite précision parce que s'il y a une personne qui voulait rentrer dans le système, et je le répète à chaque podcast, à chaque vidéo, s'il y a vraiment une personne qui voulait rentrer dans le système de l'entreprise, gravir les échelons, c'était moi. Je te le dis.
Vraiment, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Vraiment, je voulais bosser en entreprise, être acceptée, nanan, nanan. En plus, ce que je disais dans un précédent podcast, c'est on était bien nourris, nous, à notre époque, dans les années 90. Les Ali McBeal, les avocates, là, qui sont dans leur building à New York. Enfin, tu vois, on avait que des représentations comme ça de working girl et tout. Et je me suis un peu construite à travers ça, tu vois. Et je voulais être ça. Et ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Juste parce que je voulais être une personne qui se créait à travers ce que je pensais qu'on voulait de moi. Pas ce que Et tu veux être moi je validé, voulais. Ouais, voilà. à être J'ai- enfin validé. À être validée et à se dire, ah ouais, elle a réussi, tu vois, comme ça. Mais parce que je me suis jamais écoutée, moi. Je me suis jamais écoutée. Mais jamais j'ai pris le temps de m'écouter. Et c'est un de mes regrets parce qu'après, quand je suis devenue maman, tu regardes les autres mamans, putain, elles ont l'air de gérer, nana, tu t'écoutes pas. Et puis, bah, de toute façon, après, c'est la dépression qui t'attend au fond, hein. La ligne d'arrivée, c'est dépression ou burn-out, ou les deux. Je suis jamais écoutée et de ralentir, ralentir. C'est genre, il n'y a pas de fatalité. Si tu dois passer par une période de chômage où tu as un peu moins de revenus et que tu comprends que cette période, en fait, elle est bénie parce que tu vas te poser et tu vas te poser les bonnes questions, tu vas te demander qu'est-ce que tu veux réellement faire, tout ça, et ben c'est là où tu trouves ta voie. Mais tu sais, c'est peut-être, t'as raison sur le dev perso, hein. Moi, j'ai une dent contre le dev perso parce que ça va, il y a des trucs, c'est vraiment à l'emporte-pièce, ça n'a pas de sens. Comme on a tous les mêmes 24 heures, ou toi et moi, on n'a pas les mêmes Ouais. 24 heures. J'ai trois enfants, Ah ouais, du tout. on n'a pas les mêmes Et 24 heures. respect. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une excuse que je me trouve, mais on n'aura jamais les mêmes 24 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vivre avec ça. On a aussi tourné des concepts qui sont très importants. On les a tournés en dérision parce on s'est dit, oh, ça, c'est du dev perso. Il y a toujours des concepts qui vont un peu trop loin et qui se finissent en gourou, enfin, bizarre, des gens qui se font arnaquer et tout. Il n'y a pas de souci. Se développer personnellement, c'est super important. Mais il faut que ça fasse du sens pour la personne. Il faut que ça soit logique. Si ça fait pas de logique pour toi, c'est que la personne que t'écoutes, elle est pas, ça joue pas, tu vois. Et on trouve après les personnes qui résonnent avec nos aspirations, avec nos choses là. Et le dev perso, c'est très important de se développer personnellement. Faut juste bien le faire. Ouais, tout à fait. Faut pas tourner les choses en dérision. Avant, je voulais le dev perso, je le voyais comme du développement, donc il y avait cette notion de devenir quelqu'un. En fait, je me suis rendu compte que ce qui est plus juste au fur et à mesure de mes maintenant 10, 15 ans dans le développement personnel, c'était de me rendre compte qu'en fait, non, c'est me révéler plutôt. Le développement personnel est un outil d'amélioration de soi pour retirer les couches d'un oignon qui est déjà existant. Et c'est comment laisser émerger, laisser révéler ce qui a toujours fait sens. Tu l'as dit au tout début du podcast, cette voix à l'intérieur de moi, elle a toujours été là. Ok, je C'est l'ai ça. peut-être mis dans une boîte, je l'ai enfermé, mais ça m'a donné des frissons quand tu l'as dit, parce que tu as dit cette petite fille-là, elle savait qu'elle avait des choses importantes à faire, elle avait envie de briller, elle a toujours été là. Et donc en fait, au lieu de chercher à devenir quelqu'un d'autre et à atteindre un état désiré loin et complexe, et te dire, ok, comment je vais arriver à devenir cette personne-là, c'est tiens, comment est-ce que je peux rentrer à l'intérieur et révéler ce qui est, C'est ce qui a toujours fait sens, comment est-ce qu'on peut augmenter le volume de cette voix de cette petite fille qu'on n'a jamais écouté, qu'on a relégué, qu'on nous a appris à reléguer en fait. Et au lieu de te créer une vie atypique et de contribution et alignée avec ce qui fait sens pour toi et tes valeurs et de laisser de l'espace en fait. Et c'est pour ça que je critique pas le dev perso à fond, je dis juste, on verra avec le film Pierre Linné et Gourou, on en parlera très rapidement, enfin très récemment je pense, mais c'est de nouveau rappeler que c'est pas binaire. C'est pas c'est bon ou c'est tout est ça. bon, tout est mauvais. C'est Tout est ça, là-dedans. Moi, la exactement. société actuelle, elle est clivante et on Oui, prend ce taxe du clivage, mais c'est toujours des nuances. Et bien je pense que c'est sûr, important hein. de le considérer. Il faut avoir de la nuance. Après, la problématique des réseaux sociaux, c'est que on doit avoir des formats courts et qu'après, on a envie d'emmener les gens vers ces nuances. Donc, des fois, quand tu fais un truc un peu clivant, c'est juste c'est un hook, quoi. C'est attirer l'attention Ouais, ouais. et c'est emporter les gens. Bien sûr qu'il y a de la nuance. Il faut mettre de la nuance partout. L'équilibre parfait, il n'existe pas. Et il faut mettre les trucs binaires, c'est fatigant, tu vois. Je pense que ça fatigue. Quand je disais que moi j'ai tapé sur le dev perso, hein, mais j'ai pas de problème avec ça et je continue à le faire parce Ah, pareil, hein. Ouais, ouais. qu'il y a des principes qui sont fondamentaux, pardon, qu'on va ultra simplifier et qu'on va faire croire que grâce à ça, tu peux atteindre ce que tu veux et tout. Non, non, c'est pas ça. Moi, j'arrive sur mes 40 ans et c'est là où je me rends compte que tu peux pas
à 20 ans savoir ce que je sais maintenant. Jamais. Et le fait de pas le savoir, ça m'a construit. C'est-à-dire que t'es obligé de passer par ces phases d'inconnu. Et en fait, t'apprends et tu prends de la sagesse. Et tu développes aussi une compassion pour toi et tu acceptes de faire des erreurs. Aujourd'hui, moi, je rentre dans une pièce, je contacte des gens, j'ai plus peur. Parce que j'ai cette expérience aussi. Alors, je suis pas vieille, hein, c'est pas ce que je dis, mais j'ai quand même, entre mes 20 ans et aujourd'hui, développé une Oui, expérience. maturité. Voilà, une expérience de la vie, une maturité qui fait qu'aujourd'hui, ben en fait, euh, avant, quand j'essayais de signer des contrats, je transpirais et je devais aller me doucher parce que l'après-midi à appeler des gens, c'était horrible. Aujourd'hui, j'ai une autre vision et je me dis, qu'est-ce qui peut aller mal? Ben, pas grand-chose en fait. Tu sais, je suis juste en train d'apprendre, c'est comme ça. Je comprendrai pour la prochaine prise de contact ce qu'il faut que je fasse de mieux. En fait, c'est juste une vision qui s'est affinée et avec de la maturité et de la sagesse et des doutes qui partent parce que comme tu as dit, je suis pas devenue une personne, elle a toujours été là et je l'ai juste mis en avant. Sublimé, Sublimée. autorisé, J'ai mis la autorisé vraie à... Saina, celle qu'elle. Et tu sais, c'est fou parce que quand j'étais jeune, quand j'allais dans les centres aérés, ou même des fois mes tantes et mes oncles, ils me disaient, toi, tu verras, tu vas faire des trucs dans ta vie. Mais c'était des petits trucs comme ça, tu vois. Mais sauf que les gens qui sont tout le temps avec toi, j'ai eu des parents incroyables, incroyables, hein, remplis d'amour et tout. Ben, eux, ils voyaient tout le temps. Saïna aussi qui casse la tête, voilà. Donc, ça pouvait être nuancé, mais il y a aussi ce travail de patience et de temps qu'il faut accepter. Résilience et de paix aussi, de paix avec toi-même. Tu parlais tout à l'heure justement d'affronter, d'oser affronter sans avoir peur par rapport aux appels, etc. Et je pense que c'est aussi un des aspects que je vois pas beaucoup parler dans le TDAH aujourd'hui et c'est ce que moi je vais essayer d'amener avec la communauté et même dans mes programmes, etc. Cette notion de système nerveux qui sent en panique, en fait, avec des Danger. traumatismes puissants, en danger. Et là, en fait, cette expérience, c'est 20 ans aussi. Tu me parlais aujourd'hui, tu as 40 ans, entre 20 et 40, mais je pense que c'est aussi une rééducation de ton système nerveux de lui dire, il n'y a pas de danger. On t'a fait croire pendant des années que c'était dangereux, mais aujourd'hui, c'est aussi d'apprendre à calmer ton système nerveux. Ça se passe pas que dans la tête, le TDAH. Et je pense qu'on n'a pas encore conscience de tout. On sait qu'on a un deuxième cerveau, on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais en tout cas, on sait qu'au niveau du système nerveux, au niveau du système endocannabinoïde, il y a énormément de dérégulation aussi à ce niveau-là, et qu'une des sources pour pouvoir apprivoiser et rentrer en meilleure relation et pour pouvoir cultiver cette atypie ou ce trouble de l'attention, c'est de travailler son système nerveux et d'apprendre à lui montrer qu'il n'y a pas de danger. On est des êtres animaux et on nous a appris, je lève la main, je pose une question, arrête de poser, tu poses toi les questions, mais t'es curieux, tais-toi maintenant, arrête de parler, t'as avec quelle impulsivité, on entend que toi ici, articule un peu. Et donc on nous a appris que le monde était dangereux, qu'on n'était pas adapté, et donc on en a peur d'oser parler, on a peur d'oser être au monde. Notre sagesse, pour terminer sur ce point-là, notre sagesse, elle est vraiment aussi dans l'appréhension et de recadrer notre corps et notre mental et notre esprit au fait que oser être et oser faire ce qu'on aime et être qui on est à l'intérieur, c'est sans danger. Il n'y a pas de risque. Tu vas pas mourir, même si voilà, il y a de la précarité dans le TDAH et elle existe et il faut quand même la souligner. Bien Et sûr. beaucoup de personnes sont dans des phases problématiques. Donc Mais il y c'est a, jamais noir ou blanc. ben, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose dont on parle pas beaucoup parce que ça reste quelque chose de très personnel et chaque personne l'approche de sa manière, mais il y a la spiritualité aussi. Parce que je dis, il y a les besoins émotionnels, physiologiques et spirituels, parce que notre âme, elle a besoin d'une nourriture céleste, tu vois, quelle qu'elle soit. Après, les religions, les trucs, ça, mais on met souvent de côté Mm. cet aspect. Tu sais, quand tu vas te La poser. spiritualité ne signifie Ouais, juste, pour ceux qui nous écoutent, la spiritualité, c'est pas de la religion. La spiritualité, c'est à quoi tu te connectes de plus grand que toi. Et ça peut être ce que tu veux. Ça peut être un arbre, ça peut exactement. être un dieu. C'est à quoi tu te sens connecté de plus grand que toi. Et la C'est ça. spiritualité, je te rejoins, je te laisse continuer, elle est primordiale dans Elle est l'accompagnement. primordiale. Moi, ça m'a complètement. En fait, ça m'a sauvée. Pendant une période de ma vie, j'ai senti qu'il me manquait cette connexion spirituelle. C'est très très important. Quand tu arrives à prendre le temps, moi je vais toujours dans un endroit où je vois le lac et puis c'est dans une grande forêt, tu vois. Puis juste quand tu prends, mais 5 minutes, pas 20 minutes, on ne te demande pas d'être Bouddha, tu sais, où tu regardes le ciel, les oiseaux et tu sens que ça se calme. Tu sens que tu sais, t'es connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Et ça,
Quand on est surchargé, quand on est dérégulé, quand on oublie de se connecter à ça, c'est super important. Il y a ce truc aussi de plus y croire. Tu sais, quand t'es épuisé. Par exemple, les parents qui ont des enfants, qui ont un job, qui ont des responsabilités, et en fait qui rentrent dans le tunnel de je dois juste faire, et puis il n'y a plus de possibilités qui existent pour moi. Et des fois ça me fait mal au cœur. Parce que j'étais dans ce tunnel, hein. Tu vois rien passer, t'es plus connecté à rien, même à toi des fois. Et donc la spiritualité, Surtout à toi. c'est ça, c'est quelque chose qui est très très important, la spiritualité, et il faut en parler, parce que j'ai l'impression que TDAH, c'est très scientifique, médical, nanan, et que tu dois juste parler sous ce prisme. Mais je le disais, moi, je suis pas une scientifique, hein. Je suis pas médecin, je suis pas psychothérapeute, c'est pas mon métier. Et on se découvre des choses à force de se poser des questions, de vouloir justement réussir à faire des choses et quand même avoir une vie confortable, mais je parle de notre état, de pas tout le temps être stressé, de pas tout le temps être fatigué. On va comprendre que la spiritualité c'est important, qu'on a un deuxième cerveau, tu vois, toutes ces choses-là, c'est super important des fois d'aller voir plus loin que ce qu'on nous dit de regarder, tu vois. Ouais, de faire l'expérience. Et je pense que ouais, c'est comme tu dis, c'est un vrai levier. Tu as aussi parlé de reconnexion. Tu parlais du lac tout à l'heure, de te reconnecter à la nature. Moi, Mm. c'est vraiment Hyper un important. des leviers hyper importants qui m'a permis vraiment de sortir de la survie pour retrouver de la vie. Ça a été de me connecter à la nature. Mon chien m'a permis cette ouverture. Ah, d'ailleurs, un bel exercice que vous pourriez faire, moi j'appelle ça les 5 fantastiques, c'est connecte-toi en forêt et même si tu ne sais pas méditer, dans un point de nature et fais travailler tes 5 sens. Essaye de te mettre un petit jeu, essaye d'observer 3 choses qu'une personne normale ne verrait pas, les poussières qu'il y a, qui se baladent dans l'air, Mm. des feuilles, la couleur des feuilles, les nuances des couleurs, toucher le tronc, la matière que le tronc a, essayer d'identifier 3 sons différents, des oiseaux, une voiture au loin. C'est de la gamification, hein. C'est juste on top et on revient dans la présence. Et comme tu l'as dit, c'est pas 20 minutes, c'est 5. Et la contemplation, c'est aujourd'hui une des méditations les plus puissantes qui existent. C'est déjà Incroyable. sortir du système, de revenir à plus de présence et c'est un muscle. Les personnes qui me disent je ne sais pas méditer, je le comprends, ça protège et c'est vrai que dans certains cas c'est pas facile et c'est pas utile même pour certaines personnes, certains profils autistes ou ça peut être dangereux, mais de trouver c'est quoi mes méthodes à moi. La flûte amérindienne c'est de nouveau un truc de méditation. J'ai appris ça Trop dans une bien. tribu au Costa Rica et dans une tribu à Bali où je suis rentré et avant les cérémonies ils faisaient de la flûte et j'étais là pourquoi vous faites ça à chaque fois que tu fais une cérémonie tu fais ça. Il me dit mais c'est pour rentrer en méditation, c'est une flûte de méditation. Et moi, ça a fait dans mon cerveau flûte de méditation. Ok, respiration, méditer. Effectivement, le breathwork, on connaît Wim Hof, etc. Ça induit un état modifié de conscience. Tu l'utilises pour rentrer en cérémonie. Ok, toutes les tribus le font à travers le monde. La flûte est un des instruments les plus anciens. Et là, tout connecte. Ok, d'accord, hyper intéressant. Et de trouver des leviers à toi qui vont fonctionner pour voilà, te reconnecter à la nature, retrouver une reconnexion à soi. On est dans un monde qui est surstimulé, qui nous force à être en course constante, à être dans la rat race, à être ce hamster, tu parlais des parents tout à l'heure, mais qui sont en fait en train de constamment rouler et ça doit être extrêmement compliqué de dire ok, il faut que je m'arrête là maintenant et c'est compliqué de le faire, de s'autoriser à le faire, de dire je ne suis pas que maman, je suis aussi une femme, je suis aussi une personne qui vit, comment se l'autoriser? Le système ne nous pousse pas du tout à respecter ces phases-là et pourtant je pense que la porte de sortie pour apprendre à apprivoiser, à canaliser, elle se trouve là. C'est le seul endroit où ça va être possible. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le profil TDAH, c'est juste un gros signal d'alarme d'un système en surcharge complet. On est juste plus sensible. Mais on est, je pense, 5 à 10 ans peut-être en avance en termes d'amplification de symptômes. Mais je pense vraiment, comme dans le livre de ADHD 2.0, Dr. Howard en parle très bien, il y a le TDAH et il y a ce qu'on appelle le VAST. C'est qu'il y a des personnes qui pensent rentrer dans la case TDAH juste parce qu'ils ont des symptômes qu'on retrouve très forts chez les TDAH. Dépression, anxiété chronique, fatigue chronique, des symptômes qui ressemblent très fort et en fait qui ne sont pas un TDAH, mais qui sont juste des symptômes d'un système à bout de souffle qui est en train de nous épuiser, de nous presser comme un citron. Et donc je pense que nous, on est juste des amplificateurs. Et on est ces symptômes-là, amplifiés. Mais je pense que le monde, l'ensemble de la population, même les neurotypiques, vont se retrouver avec des développements de symptômes TDAH sans avoir les TDAH. Et donc, C'est ça, mais voilà. tu sais, il y a aussi un truc, c'est que moi, très rapidement, j'ai compris que toute cette vitesse, tout ce truc, c'était pas pour moi. Et ça a pris un peu trop de temps à mon goût, mais en fait, j'ai plus du tout envie de me résigner. Quand on me dit, ouais, c'est comme ça, c'est la vie, on induit en nous le fait qu'on n'ait pas le choix de choisir ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire dans la vie. Donc ça nous crée des limitations qui, après, à déconstruire, sont très difficiles. Après, on va toujours nous ramener
à notre éducation, à ce que nos parents nous ont dit. C'est un fait. Oui, c'est un fait et c'est très important. Je parle pas des traumatismes extrêmement violents. Je te parle de... Moi, mes parents, ils m'ont dit, oh, mais tu sais, on n'a pas d'argent, là, c'est trop cher. Tu vois, quand on te répète tout le temps ça. Et après, il faut savoir se dire, ok, j'ai eu ça. Peut-être que ça a eu un impact. Mais next. En fait, moi, j'arrive pas à me résigner à ne pas avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Est-ce que je vais l'avoir? Enfin, déjà, je l'ai. Déjà, je suis hyper contente de là où je suis. Je suis dans la gratitude quand je vois mes enfants, quand je vois mon mari, quand je vois le chemin parcouru. Donc déjà, j'apprécie à fond tout ce que j'ai tous les jours. Je remercie le ciel pour tout ce qu'il me donne et c'est par ça que je commence ma matinée. Juste 2 minutes. Si je conseille aux gens de se concentrer 1 minute sur les pensées du matin. On se rend compte qu'on a beaucoup de pensées négatives. Sans le vouloir, c'est des pensées automatiques. Faut que je me lève, il y a le boulot, faut pas que je sois en retard. Tu vois, que des trucs très directifs et automatiques. Quand on prend le temps le matin, juste de dire, attends, je me suis réveillée. Je respire, je vais bien, super. Cette journée, elle va bien se passer. Elle va très bien se passer. Tu vois, J'ai à même si manger. mais oui, même si tu sais que tu as rendez-vous avec ton manager ou il y a un truc, tu vois, qui va... Ça va le faire. Moi, je dis toujours, tout ce que tu peux pas éviter, embrasse-le. Tu embrasses les choses, même les choses difficiles, elles t'apprendront quelque chose. On m'a tellement dit ce qu'il fallait que je sois, on m'a tellement dit que c'était comme ça et pas autrement, je l'ai tellement dit ok d'accord. En fait, je suis allergique à ça maintenant. Et ma vie, j'ai compris que j'avais quand même un certain pouvoir sur elle et que je pouvais moi-même changer les choses. Oui, il y a des choses qui prennent plus de temps, oui, il y a des choses qui sont plus difficiles, oui, il y a des situations qui sont complètement différentes, mais c'est important de croire en ça, vraiment. Hein. Si on te dit tu peux sauter parce que tu sais voler, on t'a injecté un produit, tu sais voler, tu vas le faire et tu vas voler, tu te rendras compte que tu seras en train de voler. En fait, quand tu arrives à croire quelque chose, tes actions, elles sont beaucoup plus dirigées vers ce que tu as envie de faire. Et le cerveau TDAH, il est beaucoup plus orienté vers ce qui nous motive et vers ce qui fait du sens que les choses automatiques qui vont nous ennuyer. Si on tombe dans le mode résignation, ce qui est très fort probable pour certaines personnes, ben il y a plus cette part de rêve c'est subi. Et ça, le subi, ça mène toujours après à des problèmes de santé mentale beaucoup plus importants. Ouais. Pour rebondir là-dessus, c'est peut-être pour ça que je pense que la notion de super pouvoir, je l'intègre, même si on l'a compris maintenant dans le débat qu'on a ensemble, et il est plus nuancé que dire le TDAH est un super pouvoir. Mais de me dire aujourd'hui, au niveau de ma spiritualité, je suis juste sur cette terre et je sais pas à quoi je suis relié de plus grand. En tout cas, on m'a mis comme ça, on m'a donné ça. Qu'est-ce que j'en fais? Comment Mais je peux c'est rentrer ça. en résilience avec ça? Comment je peux le mettre au service aujourd'hui d'un monde qui devient de plus en plus normé? Je sais qu'une pensée divergente, une créativité qui pense hors de la boîte, une capacité d'aller dans des endroits où d'autres personnes n'osent pas aller parce que c'est trop dur ou que c'est trop long, etc. Et où ma passion m'emmène et me permet d'y aller pour que je puisse revenir, digérer, simplifier et transmettre cette information avec plus de douceur, de simplicité, etc. C'était l'apprivoiser, mon hyper-focus, mon impulsivité qui m'a fait perdre des opportunités, mais qui m'a aussi permis d'avoir, de m'ancrer en fait, de me dire tiens, Sheila, putain, j'ai trouvé ton post incroyable, t'es chaud, on fait un podcast. Mais c'est mon impulsivité et puis ça nous crée ce qu'on a Ben là oui, ça maintenant. nous fait, oui. C'est comment est-ce qu'on peut en fait rentrer en résilience par rapport à ça, dire ok, factuellement c'est une vraie malédiction sur plein d'aspects dans le nombre de nuits blanches que je me suis fait, de downs que j'ai encore, de shutdowns, de phases chaotiques. Là encore récemment, je sors le programme et la communauté Esprit Atypique et je bug sur un détail et tout le monde me dit mais move, 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 move. Et moi je pars dans une phase un peu autistique. Ça pose encore des problèmes de manière quotidienne et donc ça m'emmène à une nouvelle question que j'ai envie de te poser. Et si on avait des diagnostics beaucoup plus précoces et qu'on avait, je sais pas moi, je vais penser, je vais partir dans une expectative, mais une école X-Men pour des neurotypiques, des TDAH, adaptée à ce super pouvoir qui n'en est clairement pas un. Hein. Je pousse un peu le vice pour qu'on l'échange un petit peu. Si on avait des écoles avec diagnostic précoce et accompagnement adapté pour pouvoir apprivoiser et permettre de comprendre comment toi, non pas à 40 ans, mais à 5 ou 10 ou à 15, on peut se servir de l'hyperfocus, on peut se servir de la créativité. On sait qu'il y a des autistes qui travaillent avec de l'IA, par exemple, qui c'est très instinctif pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Si on créerait une école très jeune
Et donc, est-ce que c'est pas le diagnostic tardif qui pose problème et le système actuel qui pose problème, l'éducation actuelle? Aujourd'hui, le diagnostic tardif, c'est un vrai problème. Il vient à cause des barrières à l'entrée. C'est pour ça que je te parlais du contexte, du confort mental des personnes TDAH. Aujourd'hui, une personne TDAH, elle va voir un psychiatre qui peut la diagnostiquer, mais il va l'envoyer chez un neuropsy. Le neuropsy, c'est entre 600 et 1200 euros. Les personnes n'ont pas, donc elles doivent faire peut-être appel à des associations ou aller dans des centres qui sont pris en charge, où là, le délai est beaucoup plus long. Et plus on attend, plus ça s'aggrave. Donc le diagnostic tardif, évidemment, c'est un problème. Ensuite, le diagnostic précoce. Aujourd'hui, dans notre société, il faut bien faire le diagnostic, c'est-à-dire que les problèmes d'attention peuvent être liés à d'autres choses aujourd'hui. Tu vois, Sucre, écran. les écrans, le mauvais sommeil, les produits transformés, tu vois, la nourriture transformée. De toute façon, après, il faut investiguer dans la famille et tout, parce qu'il y a 80% d'hérédité. Donc, il demande des spécialistes de la santé spécialisés dans le TDAH. Et là encore, tu as une problématique, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc oui, le diagnostic précoce, ça pourrait changer énormément de choses et d'ailleurs ça change beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont été diagnostiqués jeunes et qui aujourd'hui vont très bien parce qu'ils ont eu un suivi, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que mettre tous les enfants diagnostiqués dans une même école, c'est pas non plus une solution. En fait, c'est le système qu'il faut changer. Je sais que c'est un peu utopiste, hein, mais même pour les enfants neurotypiques, je ne comprends pas pourquoi 8 heures sur une chaise. Ouais, non, alors déjà ça, mais comment on commence la journée par des maths, par exemple? Pourquoi À 8 heures. à À 8 heures? 8h30. Oui, nous Pardon. c'est 8 heures à Genève. 8 heures. Donc What? tu devrais être dans la cour à faire des exercices pendant 30 minutes qui vont te libérer des bonnes hormones, des bons Mhm. chimiques pour ensuite arriver en cours et être apaisé. Moi, j'ai de la chance avec mon fils qui est en primaire, c'est que là, les 4 dernières années, il a eu des profs qui avaient un système dans la classe complètement différent. Mais c'est même pas moi qui ai demandé rien. Enfin, il n'y a pas de pupitre aligné, il n'y a pas de... C'est vraiment des classes atypiques en fait. Parce que je pense que les profs qui sont investis prennent de plus en plus conscience que les enfants ont besoin de quelque chose de plus adapté que l'histoire des pupitres comme ça. De mettre tous les enfants dans un... Ça créerait une différence et je pense pas que ce soit la meilleure des choses, même pour eux. T'imagines le bordel que des TDAH. Ouais, dans- complètement. Je serais pour aussi une Ouais. école mixte dans tous les cas, mais en tout cas, une approche adaptée, une Oui, approche mais atypique. alors franchement, les enfants, je suis désolée de te couper, mais trouvez la zone de génie de vos enfants rapidement. Qu'est-ce qui les intéresse? Et allez, all-in, dites-leur que c'est les meilleurs. On vous dit non, on voit trop ces contenus. Non, ne dis pas à ton enfant que c'est le meilleur. Ne dis pas que son dessin, il est trop beau. Si, dis-lui. Les TDAH, dites-lui. Ils ont déjà un Ouais. problème d'estime qui commence Là, il très faut venir très tôt. contrebalancer. C'est ce que je parlais tout à l'heure de l'effet Pygmalion, hein. De dire, on sait, c'est scientifique, là, on parle pas de trucs, faites des compliments et tout. On sait qu'aujourd'hui, et c'est pas, ça ne vaut pas que pour les neuroatypiques, hein, les TDAH ou autres. L'effet Pygmalion, il a été étudié sur la population Mais générale. oui, mais, L'intention que tu portes et l'influence, vraiment l'énergie que toi-même tu portes, c'est du placebo positif mais pour ton oui, enfant derrière. C'est mais de la bien sûr. nourriture dans un monde qui le démontre, donc c'est Mais super oui. important. Mais oui, donc voilà, encouragez vos enfants, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais oui, les diagnostics tardifs, ça crée malheureusement beaucoup de complications. Je pense que Beaucoup de moi, c'est, dans complications. ma pensée, dans mon analyse du système, c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que même une personne diagnostiquée à 40, 50, j'ai même une personne que j'ai pu accompagner qui avait 86 ans. J'ose même pas imaginer, enfin, on en discutait au début de l'accompagnement, dans moi, les recherches que j'ai faites dans les années 1920, un profil neurotypique, un profil TDAH, il pouvait se faire lobotomiser, hein, avec son impulsivité. C'est factuel, on est sur des C'est trucs où, ouf. c'est il y a 100 ans, enfin, je veux dire, on n'est pas si loin que ça. D'arriver à le concevoir le plus tôt possible et à l'apprivoiser, parce que au plus c'est tardif, au plus, bah, faut passer un temps de désinstallation, parce qu'il y a beaucoup de virus qui se sont mis au fur et à mesure, etc. Le diagnostic change vraiment la donne. On le remarque beaucoup, que ce soit aux Mais États-Unis, au oui, Canada ou en Europe. On sait que le diagnostic aujourd'hui permet une meilleure compréhension, une meilleure relation. Te dire, OK, là, j'ai arraché la tronche de mon patron. OK, c'est ma responsabilité, mais il y a de la chimie là-dedans. J'ai mangé de la merde pendant une semaine, je me suis bourré la gueule hier soir, machin, etc. J'ai une dérégulation émotionnelle, il y a des choses qui les impactent. OK, c'est ma responsabilité, mais il y a aussi de la chimie qui vient à l'intérieur.
qui est ma propre dérégulation. Il y a une grande partie des personnes diagnostiquées qui se font diagnostiquer en cure de désintoxication, d'autres en pleine dépression. Et en fait, les gens, ils m'expliquent souvent, et puis c'est ce qui est dit par les médecins, c'est qu'à un moment, il n'y a plus rien qui tient. T'as trop tenu, tu t'es trop battu, t'es trop allé contre toi toute ta vie. Moi, ça me brise le cœur. Et c'est pour ça que je te parlais de privilèges tout à l'heure, par rapport aux gens qui parlaient de super pouvoir. En fait, il faut se rendre compte. C'est que, par exemple, moi, j'ai eu des parents aimants. Parents aimants. Parents, même si je leur en ai quand même fait voir de toutes les couleurs, je savais que la porte de chez eux, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, était ouverte. Des parents qui ont cru en moi malgré les échecs répétés. De ah non, je vais prendre cette filière, ah bah j'arrête. Ah, je vais dans ce job, ah bah j'ai arrêté. Ah, et à chaque fois que je revenais avec un truc, ah maintenant je vais faire ça et tout, génial et tout. Allez, tu me dis comment ça se passe. Vraiment, tu vois, ça c'est un privilège. Ouais, J'ai c'est vrai. eu une éducation assez stricte. En fait, j'avais pas l'occasion de pouvoir dépasser des limites que j'aurais certainement voulu dépasser, qui m'ont évité peut-être de tomber dans des addictions, de faire des choses comme ça. Bon, moi, mes parents buvaient pas d'alcool, tout ça, donc c'était jamais quelque chose qu'on avait régulièrement. Enfin, on voyait pas ça tous les jours, T'étais pas mais exposé à ces tentations-là, on quoi. on C'est pas n'était comme pas... ça que t'as appris que C'est tu pouvais ça. réguler ton TDAH. C'est Ouais. ça. Et donc ça, moi, je le vois comme un privilège, tu vois, d'avoir eu des parents qui ont cru en moi et des parents qui m'ont aimé. En fait, le contexte va supporter ton TDAH. Et ça, c'est super important parce que c'est aussi une C'est la base. reconnaissance pour les gens qui n'ont pas ce contexte, qui comprennent que, tu Ouais, sais, c'est c'est vrai. pas des merdes. C'est pas des gens qui ont un super pouvoir qui savent pas utiliser. Moi, c'est à ces gens-là parce que quand tu es dans la précarité, c'est la merde. Il y a des gens, Ouais, ouais. il y a des gens, ils savent pas comment ils peuvent pas payer leurs factures. Il y a des gens qui peuvent pas acheter. Il y a des gens qui sont SDF. Il y a des gens qui sont... Et c'est pas une minorité. C'est pour ça que, tu vois, quand je te parle de 25% de la population carcérale, 13 ans ou 11 ans de vie en moins, c'est pas anodin, tu vois. Et Ouais, il y ouais. a énormément de précarité où les gens se retrouvent endettés. Et après, quand tu es dans cette situation de précarité, tu es soumis au système. Et c'est hyper important de reconnaître que le contexte, il va soutenir les personnes qui ont un TDAH quand tu as de l'argent. Pas, tu sais, pas être riche, mais juste des revenus récurrents, confortables, qui te permettent, je sais pas, par exemple, si demain tu perds ton job ou que tu as envie de d'itérer dans ton business, mais que tu as ce confort mental qui te permet de te dire, tu sais, de pas être en alerte parce qu'il te manque de l'argent, c'est quelque chose qui peut t'aider. C'est pas une fatalité hein, de pas avoir d'argent, c'est pas ça que je dis, mais ça aide. Ouais, Quand ouais. un... Complètement. Moi, j'ai mon mari, il est entrepreneur, il me soutient, on fait partie de ce privilège, hein. Donc c'est facile de dire aujourd'hui, ouais, moi, ma créativité, mon super pouvoir. Non, un moment, je suis désolée, faut arrêter d'être égoïste et d'essayer. Après, c'est un marché. Par contre, si tu veux parler businessment parlant, attaquer le TDAH sous le prisme du super pouvoir, il y a une niche. Il y a des gens qui ont envie d'y croire et il y a des gens qui ont envie d'exploiter le possible super pouvoir. Donc ça peut être une vision de marché si on parle businessment parlant. Mais c'est important de reconnaître la précarité, la douleur et les souffrances des gens qui vivent avec ce trouble qui ne vient que très rarement tout seul. Parce Oui, il y a un truc à prendre en j'utilise. compte, c'est qu'une fois qu'on va diagnostiquer le TDAH, on va s'arrêter là. C'est très très rare les médecins qui vont continuer les investigations. Donc la personne, elle va prendre une médication, ça va aller, mais il y a toujours quelque chose qui persiste. Ah, et puis ben, 5 ans après, elle est borderline aussi. Tu vois? Donc C'est ça. Ou autiste, ou voilà, il anxiété faut... chronique. Addiction aussi derrière, c'est super voilà. important, hein. J'encourage juste les gens à faire cette introspection sur eux et ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent faire dans la vie, justement pour créer un système qui les supporte. Parce que quand tu sais où tu vas et que tu sais ce que tu veux, je le dis, on est des personnes avec cette volonté, tu vois. Quand on a envie de faire les choses et qu'on est vraiment motivé. Et tenace aussi, obstiné un petit peu. Ah ouais, moi, une sensible. Genre lâchera jamais. Je voudrais revenir sur cette notion de privilège parce que je trouve ça hyper puissant. Je suis complètement d'accord. Tu as même cette notion aussi mais de cercle vicieux. Ça qui est problématique, c'est que autant on peut enclencher un cercle vertueux avec l'expérience, avec les approches que tu peux mettre en place, avec le mouvement, avec le sommeil, avec l'alimentation, on peut enclencher un cercle vertueux. Mais comme tu le dis, et on est tellement tombé dedans, enfin moi plusieurs fois, dans ce cercle vicieux
derrière, c'est qu'en fait, ça peut être aussi un engrenage. Comme tu l'as dit, ça peut être une relation qui se finit, où tu perds ton boulot, tu pètes un plomb, tu pars en dépression TDAH, qui n'est pas la même qu'une dépression classique. Avec derrière, tu perds ton conjoint, ça augmente encore ta dépression, tu lâches tout, t'en as marre de tout, tout tombe dans l'alcool, donc t'es sensible à des addictions pour pouvoir rendre ta réalité plus palpable, tu payes plus tes factures, et donc t'as les frais de rappel, et donc t'es la tête sous l'eau, Et etc. le Et en fait, c'est un cauchemar. cercle vicieux. Tu manges de la merde, tu dors plus correctement parce que tu travailles pas, donc en fait tu finis par, au final, regarder la télévision toute la nuit et passer ta journée dans le fauteuil, et donc tu deviens léthargique, et donc t'es plus capable de te mettre en action, plus capable d'avoir de l'exécution, et donc en fait ce cercle vicieux est vraiment très problématique, et sortir de là est extrêmement complexe, parce que ton corps s'est baigné dans une énergie extrêmement mauvaise, et c'est là où je te rejoins très très fort, oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de nombreux privilèges, d'avoir très jeune compris que je devais être entrepreneur malgré le prix à payer et malgré des dépressions qui ont parfois pu durer récemment, même entre mes 30 et 31, 32 ans, très profonde en incapacité complète. Mais heureusement que j'avais une boîte qui travaillait pour moi, que j'avais très jeune la possibilité d'avoir une marque d'huile de CBD qui fonctionnait, qui était développée chez des vétérinaires, qui était mise en avant. Et en fait, où j'avais délié cette capacité de ma présence, et je suis tombé dans un cercle vicieux profond, j'ai perdu tout mon entourage, je suis vraiment tombé très bas. Mais j'avais le privilège, effectivement, d'avoir réussi à me créer dans l'entrepreneuriat. Un confort mental matériel. C'est ça, tout à fait. Et je pense vraiment, c'est important de comprendre ce contexte. Bossez long terme et comprenez que c'est le contexte de vie qui va vous permettre de pouvoir gérer les super pouvoirs ou les malédictions liées au TDAH, qui parfois en sont, parfois n'en sont pas, clairement. Mais de pouvoir te créer une vie qui va pouvoir être en relation aujourd'hui avec toi-même. C'est-à-dire que comment tu peux survivre au travers de ça. Aujourd'hui, tu l'as dit, il y a ton compagnon, tu sais que c'est rassurant aussi d'avoir un mari qui peut être là et te dire, ok, si je me crache, mes enfants, ils manquent pas de nourriture en fait. Enfin, je dis ça parce que je sais que ça peut être mentalement une peur, parce que nous, on peut vite rentrer dans l'angoisse de se dire, putain, en fait, là maintenant, moi, je vais partir en tant qu'entrepreneuse. Mais mes gosses, en fait, si moi je me C'est ça, plante, si j'ai bien un sûr. shutdown pendant 6 mois, quelle responsabilité? Et donc on s'autoriserait pas en tant que parent à le faire, par amour, par besoin de sécurité pour ses propres enfants, même si nous on pourrait se l'autoriser entre guillemets, on va se brider de le faire. Et donc c'est pour ça que s'autoriser à créer un système et un contexte de vie, ça prend du temps. Pour moi, c'est un muscle, hein. C'est devenir la vie, c'est pas une course, c'est un marathon, et c'est de Mm, devenir un vrai marathonien. mm. Et même si je ne mange pas tout le temps comme un marathonien, même si je ne dors pas comme un marathonien, c'est vers ça que j'essaye d'être attiré, Tendre, de me bien sûr. construire une vie, de me créer une vie qui va être à mon service plutôt que moi être au service de ma vie. Mais je Et je pense que viens c'est d'un le milieu but de la social vie. moyen. C'est ce que tu as dit là, de créer une vie qui est au service de moi. Pour moi, c'est un but. Mais tu sais, je te jure, en fait, là, tu parlais et je pensais à la douleur des gens. Parce que moi, j'ai vraiment vu des gens dans des situations très précaires. Mais franchement, moi, ça me brise le cœur, ça m'émeut. Et ils vont sur les réseaux sociaux et je pense que des fois, ça peut les énerver, mais des fois, ça leur donne de l'espoir aussi peut-être d'entendre ça. Tu vois que le C'est TDAH, ça. tu vois, ça peut aussi leur donner de l'espoir et tout, mais et c'est vrai, je le nie pas. Tu sais, on a tous une voix et on a tous un message à passer. Après, c'est à nous de faire le tri. T'as une nana, un mec qui peut-être un soir va voir quelqu'un qui dit que le TDAH c'est son super pouvoir. Peut-être que ça va créer un truc en elle. Peut-être que ça va créer un déclic. Juste le fait qu'elle peut-être elle va remplir un formulaire pour avoir de l'aide dans une association, ça va créer un truc. C'est pour ça que, en fait, moi je rejette pas en bloc cette idée dans le sens où tous les gens qui disent ça, ils sont irréalistes et tout. C'est juste que je veux qu'on remette l'église au milieu du village. Moi, aujourd'hui, les symptômes du TDAH, je pense que je les gère très très bien. Sauf que là, je passe une période pas ouf. Et que bah, hier, mon mari, il vient, il me fait, mais lâche ton PC, putain, mais t'as quoi? Mais va t'allonger. Tu te rends compte du privilège? Et j'arrive pas, des fois, quand je suis comme ça, j'ai cette culpabilité de pouvoir faire ça. Et en même temps, je pense aux gens et qu'est-ce que ma vie serait devenue si j'avais jamais pris ces virages et ces réflexions, cette introspection, cette partie spirituelle que j'ai développée et que je devais être là dans un job parce que je dois supporter ma famille. C'est plus de l'empathie que j'ai pour les gens qui se posent énormément de questions et qui sont dans des moments de leur vie très compliqués. Si quelqu'un, justement, qui est en train de vivre ça, qui est dans ce cercle vicieux, dans cette précarité, si quelqu'un qui nous écoute est en train de vivre ça en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi, je dirais déjà, tu peux pas tomber plus bas. Lâche, genre, prends le temps et il y a deux choses. On peut pas, pour une personne qui est tombée très bas, je vous le dis, c'est vraiment important de le savoir. C'est pour ça, en fait, que j'ai aussi cette énergie que j'ai envie de transmettre aux gens, tu vois. Parce que de là où j'étais et de là où je suis aujourd'hui, je me suis dit, mais il faut transmettre ça. Et c'est pas le petit truc,
Oui, j'ai eu des privilèges par l'amour de mes parents et tout, mais endettement, addiction, tout ce que tu veux, tu vois. Et donc, en fait, Ah, ça résonne, ça ouais, résonne non, fort. mais tu vois, et Mm. dépression, t'es là, putain, un moment, je te jure, c'est noir et t'as l'impression que tu vas pas sortir, mais on s'en sort. Vraiment, on s'en sort. Une des choses que vous devez faire, c'est demander de l'aide. Ne restez pas seul. On a eu cette fille dans le coaching, elle est endettée à mort, mec. Mais à mort. Et je lui ai dit, mais tu peux pas rester seule. Appelle les associations de surendettement. Va voir à la Banque de France ou je sais plus quoi. On a fait des recherches. Mec, elle est venue 2 semaines après au coaching, au live. Elle avait trouvé toutes les solutions. Il y a des solutions en fait. Et nous, on peut s'enfermer et s'isoler par la honte, mais demander de l'aide, c'est une preuve de courage et d'intelligence. Donc il faut demander de l'aide. Si le système de santé, parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des gens, allez voir des associations, faites un point honnête sur votre vie, où vous en êtes, tu vois. Où vous en êtes. Ça, c'est hyper important. Parce que des fois, on fait des dénis. Oh non, mais Ouais, moi, ouais, ouais. je suis pas accro à la weed, c'est juste de temps en temps comme ça le soir. Alors que tu fumes trop de weed, arrête, tu vois. Enfin, Bah, tu vois, c'est une automédication en fait, hein. La c'est personne ça, mais bien s'automédique sûr. à sa manière. Ou non, mais là ça va, je vais gérer. Mais tu gères rien, tu mets juste sous le tapis. Donc c'est important comme je vous ai dit, tout ce que vous pouvez pas éviter, embrassez-le, tu vois. C'est hyper important. Tout ce que tu peux pas éviter, embrasse-le. Demandez de l'aide et arrêtez de courir. C'est déjà compliqué. Donc juste relâchez, faites face et une chose après l'autre. Et en fait, comme ça, vous allez déclencher des opportunités que vous pensez pas qui sont possibles. Il faut juste prendre ses responsabilités. C'est la seule chose à faire, hein. Prendre ses responsabilités. T'es endetté, va voir des associations de surendettement. T'as un problème d'addiction, va voir un addictologue, va voir des associations. Pousse la porte des alcooliques anonymes. Mets-toi face au monde, va rencontrer du monde, en fait, des gens qui sont... En fait, tu vas voir qu'il y a pire. Et c'est pas de mesurer la souffrance, mais tu vas te dire qu'en fait, il y a des gens qui sont encore... C'était pas tout au fond. Il faut aller demander de l'aide et se faire aider. Et je vous jure que là, toutes les perspectives vont changer. Et c'est comme ça aussi qu'on déclenche des opportunités. Tu vois ce que je veux Ouais, on dire? est des êtres sociaux et je pense qu'il faut qu'on rentre en connexion. Il y a des personnes qui ont dévoué leur vie à ça, à vous Ouais. aider, à Lâchez vous votre accompagner. portable, lâchez les écrans un peu, allez dans la nature. Franchement, je vous jure, des fois, on se rend même pas compte comment on est absorbé par ce scrolling, par toutes ces choses-là. Et je sais que ça soulage, tu vois, ça apaise, en Oh. fait, ça met un pansement sur une amputation. Lâchez peut-être un peu, sortez de Non, je chez pense que oui, c'est vous. surtout même une boulimie. Je pense que c'est Mais une nouvelle forme d'addiction oui, par rapport oui, à un cerveau qui est dérégulé au niveau dopaminergique. C'est de la boulimie informationnelle. Et ça m'amène aussi au point, si je pourrais aussi m'adresser à ces personnes-là qui nous écoutent et qui vivent cette chose-là. Moi, j'ai eu tendance à ce moment-là à vouloir remplir et à chercher des réponses partout et à consommer plein de contenu. Et Mm, si mm, maintenant ça fait déjà 1h45 que tu suis ce podcast, c'est mm. peut-être que tu te retrouves là-dedans. C'est quand t'es dans un niveau comme celui-là, peut-être de chaos, où tu te sens vraiment au fond du gouffre, n'essaye pas de remplir plus, essaye de faire de la place, de laisser de l'espace pour que quelque chose puisse se créer. Si maintenant ton espace mental est comme une forêt, une jungle, bah, si tu veux faire pousser des choses dans un truc qui est déjà rempli et que tu veux encore mettre derrière de l'eau dedans et tu continues à remplir, à mettre des podcasts de l'information et t'es le psychiatre et t'es le truc et encore de l'information, en fait tu vas juste dégueuler et jamais tu pourras initier quelque chose de nouveau. Alors que vraiment fais de l'espace, supprime des applications, supprime des interactions qui sont toxiques avec toi, supprime du temps justement d'information pour laisser de l'espace à ton cerveau de rentrer en relation avec toi et va en nature pour le faire. C'est ça. Rééduque ton cerveau au silence et Le de silence. vraiment laisser de l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse grandir. Je Mm, pense que c'est par là que ça a été. Des mm. phases de monk mode, j'appelle ça un mode moine. Tu disparais pendant 3 à 6 mois de tout. Et va en tant qu'ermite peut-être. Donc autant rentre en relation pour te faire accompagner, mais aussi arrête d'essayer de rajouter de l'information constamment pour essayer de combler quelque chose, pour te dire ok, là, en fait pour moi c'est de la procrastination déguisée. C'est pas là où tu vas pouvoir vraiment générer du changement. Et de rentrer en relation avec toi pour te révéler et te connecter. Je pense, moi c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé, C'est c'est très, d'arrêter très, de très vrai ce remplir. que tu dis. C'est très, très, très vrai ce que tu dis, parce qu'on pense il faut absolument se nourrir, comprendre des choses et tout, et des fois, en fait, il faut juste tout lâcher, quoi. Faut arrêter de rajouter de la stimulation. C'est vraiment très juste. Le silence, c'est un bonheur absolu. On a peur de se retrouver seul, hein. T'as vu, même nous, hein, moi, je range la cuisine, j'ai un podcast, parce que tu vois, ça me Mhm. motive et tout. Mais en fait, des fois, je m'en rends compte et je dis, non, mais attends, là.
Tu sais, tu peux faire les choses dans le silence, sans body double. Enfin, je veux dire, tu vois, juste parce que tu es en train de te réguler. Je peux ranger ma cuisine sans forcément des fois avoir besoin d'écouter quelque chose. Et c'est hyper important Ouais, ouais. d'apprendre aussi à faire ces choses-là. Mais après, chacun son propre chemin. Chacun fera ses expériences. Tout le monde a besoin de faire les expériences. Et la sagesse, elle vient comme ça. C'est juste que c'est pas une fatalité et que vous lavez cette petite voix et cette petite flamme. Sauf que vous lui laissez pas d'espace. Donc libérez de l'espace pour elle arrive. Moi, j'aime dire aux gens que c'est qu'ils la nourrissent pas. Pour moi, on a deux loups en nous. J'aime toujours cette métaphore, je le vois vraiment à l'intérieur de moi avec ce loup blanc, ce loup noir. J'ai une partie obscure en moi et on l'a tous, faut arrêter de se mentir. Ce loup noir, il existe, cette partie ombre en moi, elle est présente. Mais moi, j'essaie toujours de me poser cette question ici, c'est qui est-ce que je nourris le plus en fait? Si je passe mon temps à nourrir le loup noir, mais il va devenir derche, il va être tout balèze, il va tout péter en fait. Et s'il y a un problème, c'est lui qui va aller en premier. Parce qu'il est chaud. Et en fait, ben, l'autre, il est affamé, le loup blanc. Je le nourris pas, il n'y a pas d'espace de silence, il n'y a pas d'espace de rencontre avec moi-même, il n'y a pas d'espace juste où je me fous la paix, il y a pas de relation, pas, justement qualitative, etc. Quel loup tu nourris? Et cette partie-là, ben, si tu nourris ce loup blanc, il va prendre de l'espace, prendre de la place et se réconforter sur des bonnes victoires, se réconforter sur la gratitude qu'on a justement de se lever, d'avoir à manger, d'avoir de l'eau, limite même potable dans les toilettes. C'est de la Mais tu folie te pour rends moi. compte? Mais voilà. Tu vois, on est en sécurité, même en Europe aujourd'hui, en Belgique ou autre. Être à la rue, je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même très compliqué. On a encore des aides qui sont faisables. On peut se faire accompagner pour sortir de là. Je veux dire, il faut nourrir ce loup blanc. Ça existe et c'est lui qui prendra de la place, de plus en plus Mais d'espace. pour terminer sur ce truc de loup blanc et loup noir, c'est fou parce que une fois j'écoutais un truc en lien avec la spiritualité et en fait, tu vois, l'endroit où je vais, même toi, quand tu vas en nature, tu peux être émerveillé de jour. Quand il fait jour, le paysage que tu vois, mais c'est juste incroyable. Mais par contre, si tu reviens la nuit, là, c'est J'aime beaucoup ça, hyper moi. flippant, tu vois. C'est un Ah ouais. endroit qui était Mhm. magnifique le jour et en fait, on a ces deux parties à l'intérieur de nous. Ouais, On a ouais. cette partie qui est éblouissante où le paysage il est incroyable le jour, mais si tu reviens à ce même endroit la nuit, tu flippes, mec. Tu vois? Ouais, Donc ouais, ouais. on est comme ça. Pour compléter ce que tu viens de dire aussi, c'est une métaphore, mais c'est réel dans ma vie de tous les jours. C'est que moi, j'adore effectivement être en randonnée, en forêt, en nature. Je me suis même construit un van avec un ami, où c'était mon véhicule principal. Enfin, j'ai fait le sacrifice pour pouvoir construire ce van pendant 2 ans. Aujourd'hui, c'est ma bulle d'oxygène parce que c'est vraiment un de mes leviers aujourd'hui pour vivre correctement. Et moi, j'adore aujourd'hui être en nature et j'adore être en nature la nuit. Et c'est très paradoxal parce que moi, je kiffe me balader en nature la nuit. Je prends mon chien et je suis en nature et il fait dark, il fait noir. Et en fait, au début, c'est une métaphore ce que je suis en train de faire. Ça va parler même dans la vie des gens. Mais au début, ça fait extrêmement flipper de marcher dans le noir. Et en fait, au plus tu le fais, et au début, j'étais vraiment pas à mon aise. Je sais avec mes lumières et tout. Aujourd'hui, je marche en nature, en forêt, dans le noir, sans lampe de poche, sans lampe frontale, sans téléphone, sans rien. Parce qu'en fait, c'est une forme de rééducation. J'ai appris à mon cerveau qu'en fait, le fait d'avoir peur du noir, c'est une croyance. En vérité, t'es plus en sécurité dans une forêt la nuit dans le noir que dans un centre-ville comme Paris ou Bruxelles dans le Ouais, noir le ouais, soir. c'est Ça, clair. c'est la Après, vérité. ça dépend si Parce t'es qu'il un n'y a pas homme ou de une danger. femme, hein. Oui, bah, je veux dire, Oui, en forêt, il n'y a personne. Les animaux, oui, il y a il que n'y a pas toi, ouais, d'animaux, il y c'est a très clair. peu de faune, etc. Mm. T'as beaucoup moins de chances de rencontrer un fou en forêt, crois-moi, que dans une ville. C'est ça que je veux C'est dire. clair. Mais notre cerveau, malgré tout, nous fait peur. Et donc, ce que je veux dire par là, métaphoriquement, c'est d'affronter et d'être en relation avec cette obscurité, avec ce noir, pour comprendre que c'est pas dangereux et que c'est OK. Mais en fait, ça me permet d'être aujourd'hui plus à l'aise avec l'obscurité, avec l'ombre de ce monde Ouais, aussi. c'est Mais je veux vrai. dire par là qu'on peut le faire. On a Mm. une croyance que on peut pas y aller, que c'est dangereux, mais c'est notre cerveau qui nous envoie des faux signaux, en fait. T'entends un Mm. craquement, tu fais ah, ça fout les boules, il y a un truc. Bah oui, en fait, gars, il y a une souris, elle va jamais t'attaquer, qui vient Bah oui. de juste passer. Mais tu vois, c'est des messages que notre cerveau, qui sont des faux messages. C'est ça la métaphore que je veux amener ici là maintenant. Il y a plein d'informations qu'on reçoit, qui sont en fait des épouvantards, qui sont des fausses croyances, qui sont des messages où ton cerveau veut te protéger, ton système nerveux veut te protéger, mais c'est pas la réalité. Non, c'est vrai. Vas-y, ose, et tu vas Mm. aller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Aujourd'hui, je me balade en forêt tranquillement, parce que je sais
il y a rien, il y a personne à part des petits animaux et c'est eux qui ont peur de toi. Donc c'est une forme de rééducation mentale et c'est un muscle qui se pratique comme tout, comme la régulation de son TDAH, comme rentrer en relation avec soi-même, comme apprendre à gérer ses émotions. C'est de l'éducation, c'est un sport mental, c'est un sport cognitif. Et nous, aujourd'hui, on doit aller à la salle de sport mental. C'est Surtout ça. pour maintenant combattre le monde de demain. Vraiment, il va falloir combattre ça. D'ailleurs, j'ai une question. Il y a eu ce changement drastique avec le passage à Substack, le retrait de tes formations. Ça m'a vraiment interloqué. J'ai trouvé ça assez fort comme message. Il y a Doctera aussi. Est-ce que tu peux un peu nous parler justement Ouais. de l'évolution de tes projets, de ce qui s'est passé et on va pouvoir tout doucement Alors, clôturer avec ça. moi, j'avais créé plusieurs formations par rapport aux besoins de ma communauté. Et en fait, c'est pas que je vais pas en recréer, c'est juste que je trouve que je suis plus alignée avec cette méthode et que j'ai envie d'aller plus loin avec ma communauté dans la prise en charge du TDAH et dans mieux se connaître, dans faire son introspection, dans tout ce déconditionnement qu'il faut se faire parce qu'aujourd'hui, avoir toutes les stratégies que tu veux, si t'es pas aligné avec toi-même, ça ne tiendra pas. Et d'ailleurs, c'est une des problématiques des gens qui ont un TDAH. Je mets des stratégies en place, mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, il faut regarder beaucoup plus profondément. Et ce qui me tue en plus, c'est qu'il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont en thérapie, tu vois, ils sont suivis et tout, et il n'y a rien qui change. Donc, moi, ça me pèse, et puis je pense que maintenant, il faut y aller. Il y a des choses que je n'osais pas dire avant, et maintenant, je pense qu'il faut les dire, mais aussi de par mon expérience. Ah, bah, il y a des gens sur ma terrasse, pardon, par rapport à. Il faut des travaux, ok. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça de côté pour faire quelque chose d'unique pour le coup. Vraiment une offre signature unique qui va permettre aux gens de se déconditionner, de se retrouver pour ensuite mieux avancer. Tu peux Substack, nous en parler un peu de ce que tu fais? Ouais. alors je suis en train de travailler dessus. C'est vrai que là, je suis Ok, juste en train de, Doctera, tu parlais là. non, là, je parlais pas de Doctera, je parlais de si je mettais si je vais mettre un nouveau programme en place, mais qui sera unique, qui est vraiment pour que les gens se déconditionnent et avancent sur leur propre chemin. Doctera, c'est complètement différent. Doctera, c'est une start-up. On va rendre accessible le diagnostic aux gens sans temps d'attente, parce qu'aujourd'hui, c'est infernal d'attendre 6 mois pour se faire diagnostiquer. Et encore, c'est parce que tu vas avoir un neuropsy, donc t'as pas de diagnostic. Donc nous, on a travaillé sur une plateforme où tu passes des tests scientifiques qui sont utilisés en cabinet psychométrique et que tu reçois ton rapport de pré-diagnostic avec tous tes résultats et tu peux aller avec ce rapport chez ton médecin pour poser ton diagnostic sans... Tu as déjà posé des questions intéressantes, tu as déjà questionné ta scolarité, tu as déjà réuni des informations au niveau relationnel, en fait, tu as exploré déjà la vie. En fait, tout le travail que tu vas faire par la suite en accompagnement avec un neuropsy ou un psychiatre, bah, tu auras déjà fait Tu as fait cette tout ça en anamnèse. amont. Et puis surtout, nous, en fait, on est... Voilà, nous, alors, on a ça va de l'anamnèse à tous les tests que tu fais chez le psy. Donc, pas de tests de concentration, tout ça, parce que ça, de toute façon, même scientifiquement, c'est pas approuvé chez l'adulte. C'est vraiment tous les tests psychométriques avec une anamnèse approfondie et la possibilité de joindre les bulletins scolaires, tu vois, tout ce qu'on te demande, et de faire, bien évidemment, aussi participer un proche Ouais, un témoignage, à bien sûr. l'évaluation. Et ensuite, entre 3 et 7 jours, tu reçois ton rapport avec tous les résultats des tests, avec les incohérences s'il y en a. Non, c'est super bien foutu. Je suis hyper fière On du est travail qu'on a impatients. fait. Ouais, j'ai Je hâte suis et super j'espère impatient. surtout que ça va pouvoir permettre à des gens qui se posent des questions de trouver des réponses grâce à Doctera et d'aller chez un médecin et dire voilà mon rapport. Parce que le diagnostic, c'est essentiel. Après, on peut se Ah ouais, poser on en des a parlé un petit questions peu, sur tout à fait. la médication ou la thérapie, mais le diagnostic, c'est essentiel. Et le Substack, c'est juste, mais j'ai toujours On en aimé. fera un second podcast. Ouais, Je c'est suis chaud à aller mais- avec toi dans des sujets ouais, ouais, comme mais ça, trop, mais trop. médication aussi, gros sujet. Ouais, mais si j'avais Et le temps, j'aurais Substack? continué. Le Substack, c'est mon blog, en fait, c'est ma newsletter. Et sur Substack, je fais 2 dossiers par mois où je rentre très profondément dans des sujets comme la cécité temporelle, comme là, dernièrement, des questions sur l'identité, où en fait, je viens un peu démonter des idées reçues, ou quand on croit que, par exemple, le TDAH, c'est un caractère ou des traits de personnalité, ben, dans le dernier dossier, c'est ce que j'ai démonté. Ça n'a rien à voir. Et là, je vais bientôt parler de l'intuition et je pense que je vais pas encore me faire plus d'amis. Mais voilà, je viens mettre mon nez là-dedans avec des sources scientifiques, avec des recherches, des exercices et puis aussi des fiches récap que les gens peuvent imprimer pour, tu vois, se faire une petite bible du TDAH.
Et Ouais. je partage aussi dans des hors-séries des sujets plus personnels. Il y a un Vas-y, abonnement vas-y. gratuit et puis il y a un abonnement payant si tu veux avoir accès aux ressources et tout. Pour moi, c'est limite des formats d'investigation, quoi. T'avais vraiment, il y a de la profondeur, il y a de la justesse, enfin, c'est clivant, c'est-à-dire que ça sort un peu des discours mainstream qu'on voit. T'apprends toujours un regard un peu différent. Moi, j'aime bien ce côté, ah putain, elle m'a mis un angle mort, effectivement, que j'avais pas vu. Tu viens mélanger, et c'est pour ça que je te dis, on sent vraiment ton expérience d'avoir déjà accompagné de nombreuses personnes à des stades différents aussi d'éveil du TDAH. Et aujourd'hui, de faire un truc avec ta patte. Et vraiment, franchement, j'ai déjà été lire plusieurs de tes articles et j'ai toujours eu un inside assez intéressant. Je trouve que Merci, c'est c'est, en termes gentil. Ça me fait d'investigation, c'est vraiment profond. plaisir. C'est Donc vraiment voilà, cool. Parce qu'on a je suis très tendance, un contente. peu dans la création de contenu, à rester un peu en surface. Et je trouve que ça cool que tu prennes ce prisme de dire, OK, non, non, on va aller en profondeur. Et vraiment, sachez que ceux qui oseront aller en profondeur au travers de tes articles et du Substack, qu'ils iront, il y aura une récompense derrière, il y aura de la dopamine, croyez-moi. Même si Et au Quand départ, tu as c'est pas quand intuitif. tu as l'abonnement payant, tu peux écouter l'article comme un podcast. OK. Voilà, au cas où OK, si OK, ça trop peut bien. aider les gens, ça c'est Ouais, bien cool. sûr. Communique Euh, plus là-dessus parce que je pense que ça pourrait vraiment rassurer d'autres personnes ouais, tu peux tout derrière. écouter comme un podcast et il y a la majorité qui le fait. Après, j'ai vraiment, c'est sur ça que je terminerai. Tout ce que je fais, bah, que ce soit pour Doctera ou sur Substack, c'est des choses qui me ressemblent et tu vois, j'ai plus envie de faire concession par rapport à ça. J'ai vraiment envie de faire des choses qui viennent de moi et qui ont du sens pour moi. C'est hyper important. Mais dans C'est la une des clés, hein, clairement. psychoéducation, t'en as partout. Ouais, ouais, très clairement, très clairement. Un mot de la fin, t'as envie de partager quelque chose Mais franchement, merci pour à ce la moment. communauté? Alors merci de m'avoir invité, merci pour ce moment. Je pensais que ça allait durer 1 heure ou quoi, mais c'était génial. J'ai adoré. D'ailleurs, quand tu veux, on en refait un sur un autre sujet. Juste Plaisir. envie de dire aux gens que le TDAH, c'est pas une fatalité, mais qu'il faut savoir ce que c'est pour s'en sortir et que voilà, on s'en sort toujours et juste de garder l'espoir, de demander de l'aide, d'aller voir des gens, d'essayer de rester positif s'ils sont dans une situation difficile. Ça vaut le Voilà, coup. c'est pas une fatalité, mais Non, en tout c'est cas, pas une il y a des fatalité. solutions. Bien sûr. On voit quand même que c'est un des troubles aussi dans la psychiatrie qui peut aussi le mieux s'accompagner s'il Mm, il est encadré correctement. mm. Et effectivement, voilà, c'était un échange super agréable. J'espère Merci vraiment beaucoup. que ça va pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir grandir. Mais en tout cas, moi, je trouvais cette guideline, vraiment cette ligne qu'on a suivie super intéressante, de venir pondérer de Mm. nouveau et d'avoir des perspectives et des regards différents. Effectivement, moi, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait 2 heures qu'on Ouais, est là. 2 heures qu'on est là. J'ai la dalle. Et franchement, c'était, ouais, pareil, une bonne session d'hyperfocus qu'on va avoir là. Ouais, Mais en c'était tout cas, trop un grand bien. merci pour ta Merci confiance beaucoup. C'est hyper et voilà, il motivant, hein. sera Je pas te le jure, dernier. t'es super inspirant et tout. Ça fait plaisir. Vraiment. Non, mais c'est vrai, hein. Tu Merci dois foutre la beaucoup. patate à ta communauté, à ceux que tu coaches et tout, parce que franchement, moi, j'adore. te- la nature et tout. Enfin, ça fait plaisir de rencontrer des personnes comme ça que toujours Ça rencontrer. m'étonne. Enfin, tu sais, les gens qui sont très tac, tac, tac. C'est les débuts Mhm. de l'apprentissage du TDAH où tu veux être que dans la science et que dans les trucs, tu vois. Après, tu Ouais, te rends compte que c'est ce qui a fait que je me suis bridé pendant 10 ans de ma vie, hein. Je vais pas ouais, te mentir. mais moi aussi. C'est, Mais j'ai moi pas osé aussi. être Mais ça, oui. être ce que tu vois là. Mais Et oui, putain, putain, j'adore ça, tu c'est vois, cette ça, attends, énergie tu là, vois, tu vois, c'est fou, quoi. comment tu le cultives. Et je Ouais. pense que c'est super important. Donc, Mais bravo. franchement, les gars, envoyez un max de force en commentaire si Ouais, vous regardez ça parce qu'on a trop envie d'en faire un deuxième. Dites-nous si ça vous chauffe. Dites-nous quel thème vous voudrez qu'on aborde. Parce qu'à mon avis, il y a deux, trois trucs qu'on peut aller débunker et ce sera avec de grand ouf, plaisir de de ouf. pouvoir continuer la Merci suite avec toi. infiniment. Shaina, un grand merci. On avance ensemble, hein, on continue Ouais, Stelic on Explore et continue. Shaina Ouais. TDH. Allez voir ce qu'elle fait. Passez une bonne journée, bonne soirée, faites votre vie. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.